Alors, commençons Dex. Très content de t'avoir ce soir Mais oui, pour depuis le temps qu'on en parlait. mon émission de podcast Last Game. Moi, je te connais plus particulièrement, en fait, depuis concrètement l'Evo France. Moi, avant, je te connaissais pas Oui, vraiment, tu vois, je t'avais d'accord. jamais vraiment entendu. Je te connais depuis l'Evo France, en fait, 2025. Et puis après, bon voilà, j'ai par Twitter interposé, évidemment. J'ai aussi le souvenir que j'avais commenté des games à toi chez Efferdon lors de ces Cobra Mais Kai. oui, mais tout à fait. Tout à fait. Autant pour moi. Bah oui, autant pour moi. Tout à fait, tout à fait. Donc tu as fait aussi, tu es passé aussi par les Cobra Kai de Efferdon. Tout à fait, Incroyable, un ouais, petit tout à peu, fait. ouais. Quelques semaines, Yes. quelques mois, ouais. Puis ensuite, Super. Street Fighter, c'est un jeu qui est très très cool, juste. J'ai la sensation qu'il faut vraiment s'investir pour réussir à keep up. Et c'était Hmm. pas forcément beaucoup mon cas, donc c'était une curiosité au Yes. démarrage, et puis après j'ai un peu lâché doucement. Bah justement, enchaînons. Raconte-nous un petit peu ton parcours dans la FGC. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, présente-toi tout simplement. Let's go. Alors, Yes. pour les personnes qui ne me connaissent pas du coup, moi c'est Dex, ça fait combien de temps maintenant? S'il fallait revenir aux origines, tout commence en 1995. Alors globalement, les jeux de combat, j'ai toujours eu l'occasion d'y toucher un tout petit peu en tant que casual quand j'étais petit. Mon daron avait quelques consoles qui traînaient par-ci par-là, donc j'ai tapé dans du Soul Calibur 2. Mon souvenir, Yes. c'était sur Dreamcast, il y avait du DOA 2 aussi. Je pense que j'aurais vraiment dû accrocher davantage au jeu parce que ça me plaisait Je, vraiment je beaucoup. l'ai saigné, hein. Moi, sous le Calibur 2, faut savoir que je l'ai Kasumi, saigné ce jeu. quel grand kiff. Comment s'appelait son acolyte aux cheveux violets que je préférais davantage à Kazumi d'ailleurs? Ah, Ayane ou quelque chose comme ça, non? Oui, très certainement, Ayane, je ouais. crois. Un truc Donc moi, dans le du coup, style. je jouais en solo à l'époque parce que un petit peu avec ma sœur et mon père viteuf. Je poquais tout le monde avec Killy sur Soul Calibur 2 et je faisais chier tout le monde évidemment. À la base, finalement, quand Ah on y bah, réfléchit. Et ensuite, il y a eu aussi Melee. Finalement, je m'étais pas dit que j'allais forcément stick to it, mais je jouais beaucoup en famille à Melee. Et puis ensuite, un peu d'Accalmie, vite fait par-ci, des gens qui connaissaient un petit peu des Mortal Kombat ou autres. Donc au final, j'étais pas forcément très impliqué beaucoup quand j'étais ado vis-à-vis de la FGC. Je jouais à Smash Bros Brawl avec des potes quand on sortait du lycée, quoi, sans plus. mm. Et puis ensuite, j'ai commencé en étant un peu plus adulte à m'intéresser davantage, notamment à Smash Bros Ultimate, et à trouver que c'était extrêmement stylé, et donc à voir aussi ce qui se passait d'un point de vue compétitif. J'avais surtout touché à la compétition e-sport plutôt par le biais de League of Legends, et donc me rendre compte que la FGC aussi avait ses propres sphères de compétition. J'ai trouvé ça super cool. Je trouvais ça super cool, et j'ai recommencé donc à accrocher un peu, notamment avec Smash Bros Ultimate. Et je me suis dit, bon bah écoute, pourquoi ne pas tenter l'expérience. J'y suis d'ailleurs allé un petit peu au culot, en contactant des gens comme TPK comme ça sans réfléchir. Genre, j'ai atterri dans CDM alors qu'à la base j'avais jamais vraiment encore mis les pieds dans la commu, en me disant, parce que j'avais déjà fait à l'époque du stream et de la création de contenu, notamment sur Pokémon à partir de 2016. J'ai une chaîne cachée sur YouTube, vous ne la trouverez jamais et c'est tant mieux. C'est le Easter egg. Ce sera le C'est Easter egg vraiment du l'easter podcast. egg. Ça finira en sub goal. Juste pour teaser les personnes, si jamais vous voulez être curieux, j'ai fait à l'époque un espèce de truc un peu à la présentation de, tu sais, où les trucs où on veut parler d'un jeu vidéo. Je l'ai fait sur Metal Slug à l'époque, parce que mon daron m'avait attrapé quand j'étais môme sur la Neo Geo. Et Incroyable. j'ai T'avais dévoré la des Neo jeux Geo? Neo Geo. T'avais la Neo Geo? Je ne l'avais pas, je l'avais en émulation. Ok, ok. Mais mon Ok. daron m'attrapait plusieurs soirs par semaine après les cours mais j'étais petit peu, mes parents s'étaient pas encore séparés, j'avais 7 ans. Il me chopait, il me disait, allez, regarde Bubble Bobble, regarde Metal Slug. Qu'est-ce qui m'avait fait bouffer d'autres? Des jeux de combat aussi un petit peu, des SNK, bah oui évidemment des SNK. Ah, le daron, Ah ouais, incroyable l'histoire du daron. exceptionnel. Ah, l'histoire Exceptionnel. incroyable du daron. Il m'a attrapé, on a fait des Paper Mario sur son ordi, enfin Wow. c'était la folie. Et donc oui, donc j'ai fait une vidéo du coup qui parle de Metal Slug du coup sur cette chaîne. Et donc ensuite voilà, je me suis posé la question, donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que création de contenu sur Smash Bros, comment on peut l'envisager, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il m'a dit, bah en fait tu peux techniquement tout faire, il faut juste que t'oses y aller. Et je me suis dit bon bah écoute, pourquoi pas donc pas tenter vraiment l'expérience et y aller sans être joueur. En fait, je suis rentré de manière un peu orthodoxe dans la commu. Je suis rentré en étant pas joueur à la base. J'ai commencé avec le commentary, ce qui est un peu aux antipodes, parce que forcément, tu connais pas forcément beaucoup de trucs sur le jeu en termes d'interaction et autres. Donc, j'ai appris vraiment sur le tas. Ça m'a pris un certain temps. Et donc, je me suis pointé gentiment dans un bar à Paname, le Reset Bar, où il y avait un pote du coup qui est aujourd'hui devenu un ami qui faisait des tournois. Et il m'a dit bah écoute, ça me libérerait de la charge si tu peux faire le commentary. Donc j'ai Donc tenté.
Donc c'était Ultimate du coup. C'était en l'occurrence Ultimate le premier approche avec l'e-sport jeu de combat, ouais. C'est sur Ultimate, ouais. Tout à fait. J'ai quand même un point positif qui m'a aidé quand j'ai attaqué, qui est le fait que j'avais à ce moment-là 20 ans de théâtre dans les pattes, que ce soit en scolaire, que ce soit en club annexe, en sortie d'école, en club de fac aussi. Donc de la présence et savoir gérer pour les streams déjà quand j'avais commencé en 2016, ça m'a beaucoup aidé. Et donc je suis arrivé là-dedans. En plus j'avais forcé le trait, je suis venu en costard et tout pour commenter dans un bar. Ça n'a aucun sens. En mode, mais je savais pas, j'étais naïf. Business. Oui, j'étais très naïf finalement, c'était très candide. Après, tu voulais bien présenter en fait. Exactement. Autant bien faire les choses. Exactement, et au final ça a pas mal plu, et donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer à tenter. Donc du coup après j'ai fait des petits démarchages, j'ai aussi testé un petit peu des trucs sur le stream. Le Covid est arrivé quasiment dans cette période, donc pour le coup ça collait parfaitement. Et puis au final, on se retrouve aujourd'hui à être commentateur semi-pro, parce que c'est pas mon activité principale, même si j'aspire à ce que ça puisse être le cas, mais c'est compliqué. Est-ce que tu veux nous parler de tes autres activités ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais, alors moi ce que je fais principalement, ça tourne effectivement plutôt autour de la FGC et de l'environnement qu'il y a autour d'un point de vue événementiel. Donc moi je m'occupe notamment de la coordination d'un point de vue graphique, communication avec une asso locale à Paris de Smash Bros. Okay. Donc donc on envisage potentiellement de faire des événements qui dépassent le simple cadre de la weekly. Je m'occupe aussi de leur veille et de leur communication sur l'entièreté de la semaine, qui s'appelle Orbital Ship, donc qui sont des gars qui sont là depuis plus de 3 ans maintenant sur la scène parisienne. Ensuite il y a les streams perso que j'essaye de faire. Donc ça, pour le coup, c'est environ 3 fois par semaine si je suis bien régulier. On a un podcast sur 2XKO avec un collègue qui connaît la FGC lui depuis un très long moment. Moi, j'apporte davantage du coup un côté complétude vis-à-vis de League of Legends. Donc on fait des trucs super cool. On parle de l'actu du jeu, on parle des résultats de tournois. Là, par exemple, on vient de décortiquer le patch qui est sorti il y a 2 jours. On imagine aussi des kits de personnages de League of Legends sur le jeu. Et tout est balancé sur YouTube. Donc vraiment, le projet, il nous donne une constance sur laquelle on est quand même vachement heureux, parce que avec lui, on a essayé de faire beaucoup de projets en ligne sur ces dernières années et on s'est planté. Et là, on a une régularité. Ça fait déjà presque 20 semaines qu'on est régulier, donc ça, c'est super. Je fais aussi un stream secondaire pour l'association lors du tournoi du lundi. Et ensuite, j'ai mes streams perso où je fais un peu de 2XKO. Je fais du Pokémon parce que c'est un peu mon origine d'un point de vue création de contenu. Et en ce moment, il y a un retour de vibe, notamment avec Pocopia. Des trucs dans ce style. D'activités, quoi. Ouais, en fait. Des activités tournées autour du jeu vidéo c'est ça, qui sont du coup des activités d'auto-entrepreneuriat qui du coup font conjugaison du coup avec ma situation qui est un poil précaire, parce que c'est des tafs qui, si jamais t'as pas des sponsors ou autre, c'est un poil précaire. Oui, bien sûr. Mais on arrive à broder l'ensemble pour quand même pouvoir faire des trucs, et puis je suis pas à plaindre, hein, je peux aller en salle de sport, je m'alimente correctement, donc globalement on s'en sort bien. On va en discuter. En tout cas, c'est super, hein. Franchement, très très content que tu puisses concrètement vivre ta meilleure vie et vraiment travailler dans tes passions, quoi. Ah oui, et puis en plus de ça, en plus de ça, ça m'a réussi dans le sens où je me suis quand même retrouvé à commenter des très hautes compétitions de Smash Bros ces dernières années, en tout cas un petit peu moins sur le territoire français, mais on a des dates qui sont déjà aussi prévues en dehors. Je suis allé commenter des majors en Europe, je suis allé commenter un major en Espagne. Pas en faisant partie d'une line-up officielle parce que je parle pas espagnol, mais en tout cas sur un restream français. On est parti à Vienne, on est parti en Belgique, j'y suis d'ailleurs retourné il y a pas longtemps. En mai, je vais en Italie parce que la commune italienne m'adore, parce que je suis bilingue et que j'ai des origines qui viennent de là-bas. Donc du coup, tu parles italien, génial. Absolument. Je pourrais faire toute l'interview en italien, ce serait totalement fluide pour moi. C'est génial. Du coup, justement, dans ta carrière de commentateur, toi qui castes énormément de gens, entre guillemets, tu mets en avant les gens. Toi, c'est quoi tes moments forts, du coup, dans ton histoire ? Le truc que j'aime bien avec le commentary, c'est justement le fait de développer, de se focus sur les profils qui ont décidé de se poser sur ce fauteuil en top 8 et de casser la gueule aux gens qui sont en face. Évidemment, en top 8, c'est évidemment les phases finales, mais en tout cas, voilà, des gens qui se motivent et qui se disent, voilà, je veux devenir compétiteur sur un jeu, je trouve ça démentiel. Pourquoi pas sur ça et plus sur autre chose? Qu'est-ce qui me motive? Et puis ça permet de rencontrer plein de gens, de rencontrer plein de profils, plein d'histoires. Et ça demande par contre ensuite, nous derrière, d'être très disciplinés pour justement faire de la veille, s'intéresser à ce qui se passe d'un point de vue régional, le jeu, ses évolutions. Aujourd'hui, on est sur Ultimate, la méta est fermée puisqu'il n'y a plus de développement, donc c'est ok. Mais par exemple sur 2XKO, là on a un patch qui vient de sortir. Ah bah oui, ça... Plein de choses bougent. Et Street Fighter d'autant plus, avec beaucoup de feu et de sang sur Twitter notamment, mais en tout cas voilà, le jeu continue d'avoir une certaine évolution. Et moi les moments forts que je trouve justement qui sont dessus, et
justement, parfois pas des moments qui sont des moments énormes d'un point de vue major. Même si j'en ai un, le premier qui me viendrait en tête, c'est le tout dernier Ultimate Wanted qui était organisé par NTK à l'époque à la maison du handball à Créteil, qui est un immense complexe sportif. Et on avait commenté à une période où des Japonais avaient été invités, ils étaient 4, 5, 6, donc on était en train de se dire que les places leur étaient plus ou moins garanties, puisque les Japonais sont extrêmement forts sur le jeu. Et on a un de nos collègues lyonnais qui joue Luigi, qui à l'époque n'était pas aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui, qui donc fait un match extrêmement serré contre l'adversaire. Et moment critique, les deux se regardent à très très haut pourcentage, c'est prêt à exploser. Et là, le mec fait un miss input, mais un miss input qui va lui être salvateur, parce qu'il va, au lieu de faire soit un down B, soit un up B, qui est du coup donc soit un coup qui est très létal sur le perso, soit une invincibilité pour contrer une agression adverse, il va faire un side B, mais Luigi ayant 10% de chance de faire ce qu'on appelle un misfire, et donc un side B boosté aux hormones qui massacre des adversaires à très bas pourcentage, et ben c'est ce qu'il va faire dans une situation d'autant plus qui cocasse, parce que l'adversaire va lui arriver dessus pour lui faire un check avec son Ryu, donc avec un down tilt, donc ce qui correspond donc à un bas gros pied. Ouais. Si je dis pas, ou bas moyen pied peut-être. Et en fait, ce coup, au moment de faire son side B, Luigi se propulse légèrement dans les airs en faisant ce truc-là avant de foncer, un petit peu comme le ferait Terry par exemple. Du coup, il évite. Et du coup, il l'évite, et en fait, le pied va Hurtbox shift le Ryu, et le side B de Luigi va partir dans le mauvais sens, mais va quand même toucher le talon de Ryu et permettre de remporter la game qui était en game 5. Et donc moi je suis sur le fauteuil en train de commenter le match, on n'en peut plus, on fait des références à tout ce qui est lyonnais autant que possible. Et Hashimo se fait attraper du coup par ce move là, et ensuite ovation dans la salle parce que tous les lyonnais n'en pouvaient plus quoi. Donc ça moment très très cool. Mais moi j'en ai un qui est encore plus iconique mais qui est plus personnel. C'est durant la période du Covid, un gars que j'avais pas mal commenté durant mes débuts, qui n'avait jamais réussi à battre un autre type. Que l'un c'était Case qui est un joueur de Samus, et un autre Amine qui est un joueur de longue date sur Ultimate. Il est là depuis Smash 4 et il a beaucoup joué notamment Mi-Gunner, qui est son perso qui encore aujourd'hui il utilise pour terroriser la plupart des joueurs. Et donc Case n'arrive pas à battre Amine, et moi ça fait presque 1 an que je suis sur la scène et ça marche pas. Et donc on a les compétitions Covid, il y en a énormément, la commu a fait son possible malgré le online horrible pour qu'on soit le plus actif, et on a un bracket qui se fait, et Case fait un match contre Amine, c'est extrêmement serré et je vois qu'il a la possibilité de gagner. Et en fait, c'est un match en online, c'est un petit bracket de Covid, il n'y a pas grand monde, mais j'ai commenté le truc. En mode comme si c'était la finale de l'Evo. Comme c'était la finale de l'Evo, parce que c'est les potes, et enfin il arrive à le faire. Et en fait, c'est là où tu te rends compte justement que le fait de créer du lien et de se rapprocher de gens, ça permet justement de développer la hype et de développer l'intensité. Parce que tu sais les enjeux qu'il y a. Quand tu t'es tapé ce mec-là pendant des mois avant le Covid à être en mode mais j'y arrive pas, ça me saoule, et qu'enfin il y parvient, en fait, par transmission, tu te dis que tu vis la même chose que le mec pendant qu'il est à la manette. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler. Mais c'est rigolo, comme quoi c'est pas parfois les plus grosses scènes qui font les meilleurs moments, quoi. Franchement, c'est totalement ça. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a parfois plus de kiff à avoir un petit bracket de local entre personnes qui se tapent dessus que de parfois commenter les plus gros trucs, quoi. C'est une question, en fait, c'est une question d'émotion, et si tu vis pas l'émotion parce que tu connais pas les gens, tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Et là, le online d'Ultimate, il a évolué ou pas, ou c'est toujours le même du coup? Nul, mais un mode delay vachement abouti vient d'être développé par la commu, qui est possible que sur les Switch V1, donc tout le monde n'y a pas accès. Mais c'est possible, et on en est même d'ailleurs au stade où on a les plus gros influenceurs américains qui enfin proposent des brackets ouverts à tous partout dans le monde. Mais il a fallu attendre 8 ans, quoi. Waouh, ok. Et tu joues du coup sur Switch? Alors je joue sur Switch, moi je n'ai pas de V1 donc je ne fais pas ce mode en ligne. Je joue pas autant que ce que je devrais, parce que déjà j'ai pas forcément la fibre compétitrice, je serais meilleur au micro qu'à la manette. Mais par contre oui, je joue. Quand je me présente à des événements, je vais faire du free play avec les gens, je leur pose des questions pour découvrir des petits trucs, etc. Ok. Je fais un peu de braquage, genre le lundi, comme je fais partie de l'asso, je paye pas mon entrée. Quand j'arrive à me faire un petit 2-2, je suis heureux, quoi. Un peu, moi, dans la scène Street 6, ou même Street Fighter en mode de manière générale, c'est un peu le cas de la plupart des commentateurs. Bien sûr. Quand ils arrivent au tournoi, des fois ils font le tournoi, mais ils n'ont pas la prétention de faire top 8, ou même top 16 des gros tournois, tu vois, des gros majors. Ils sont là pour kiffer la vibe, pour discuter avec les joueurs, pour évidemment commenter. C'est beaucoup plus rentable pour nous de faire ça. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant de savoir comment vont les gens, savoir un petit peu où ils en sont. Bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est clair. Les gens qui saignent vraiment le jeu et qui veulent performer, ils sont focus dessus, quoi.
C'est ça. En Faut que général, je- les résultats les plus hauts d'un point de vue des commentateurs, ce sont souvent des pros qui se sont reconvertis en commentateurs par Hmm, la suite. hmm. Est-ce qu'il y a des gros pros justement de la communauté Smash qui sont devenus des commentateurs? Alors, on a toujours d'ailleurs eBay qui lui est un type qui fait aujourd'hui beaucoup de choses sur Smash Bros. Ouais, Et d'autant plus sur je le suis 2XKO, sur X, ouais, je le suis sur X. qui s'investit beaucoup, qui a été pendant un temps top, je saurais pas dire au vu de 2019-2020, mais en tout cas ça a été une bonne ZSS pendant une période. Donc lui en l'occurrence on peut considérer tel quel. TPK fait des résultats corrects, en tout cas pendant une période il avait voulu se la buter un peu plus. On a aussi ZHT qui est... alors ça c'était au tout début d'Ultimate, il faisait partie du top 20, et aujourd'hui il est commentateur et il est très très justement axé sur la compréhension de jeu. Mais aujourd'hui, un top qui s'est reconverti, ça peut arriver de temps en temps que certains se tentent au micro, mais ils y pensent pas comme étant une activité complète. D'accord, ok, ok. Et là, à l'heure actuelle, sur la scène e-sport Smash, comment ça se passe? Quels sont les gros tournois, les gros événements? Est-ce que tu peux m'expliquer en termes de nom de Major Street Fighter 6 pour que je comprenne Ouais. rapidement? Bien sûr. Alors, je vais essayer de partir de la France et de développer, Ouais, voilà, c'est ça, partir, ouais, parfait. partir du petit au plus grand. Hmm. Alors, la scène française, globalement, c'est toujours la scène la plus active d'Europe aujourd'hui. Ok, c'est On top. est voilà, on est toujours voilà, les plus forts d'un point de vue du niveau et d'un point de vue de l'organisation. Ça se ressent sur voilà, le nombre d'events majeurs qui se sont faits sur ces dernières années. En ce moment, ce qui est plutôt une bonne chose par ailleurs, c'est que les scènes annexes à Paris enfin arrivent à proposer des standards de qualité. C'est le cas depuis globalement l'année 2024. Toulouse pendant un certain temps a fait beaucoup de choses. Là il y a eu un major qui s'est déroulé à Rennes, c'était en septembre dernier. Et là, c'était voilà, un tournoi d'excellente qualité, vraiment beaucoup d'excellents retours, des invités japonais, vraiment c'était très très cool. La scène parisienne a eu justement une petite accalmie après avoir été très active en 2023-2024. Aujourd'hui, elle commence à ressortir de terre avec certaines petites orgas qui font des trucs, dont justement je pourrais potentiellement faire partie avec mon asso, pour l'instant c'est en élaboration. Mais il y a eu un 256 qui s'est fait là... en début janvier, un petit 128 là qui est sorti avec un gros niveau également qui s'est fait ce week-end pas très loin de chez moi. Donc voilà, donc la scène française, voilà, elle évolue et surtout c'est très chouette, il y a des scènes locales qui enfin s'expriment, ce qui d'ailleurs permet de sortir de terre des orgas, des commentateurs qu'on connaissait pas forcément. Donc ça pour le coup c'est positif. Côté Europe, on a le retour de la scène anglaise qui est en train de reprendre de l'activité avec l'Albion, qui est d'ailleurs pour l'histoire le tournoi où Gluttony enfin arrive à se présenter comme étant capable de tenir tête à des joueurs américains en battant son Demon Bracket d'Abuzz à l'époque. Donc là, l'Albion va peut-être refaire son retour. Il y a un tournoi qui se passe en Italie en mai, j'y vais. Il y a... alors l'Espagne est un peu discrète en ce moment. L'Allemagne va avoir un tournoi bientôt qui s'appelle le Gamescom qui est très très stack. Il y a plein de gens qui y vont, notamment des francophones. Donc l'Europe globalement va à peu près ok, mais c'est évidemment pas sur elle qu'on a les yeux rivés. Évidemment, ça se passe beaucoup plus du côté des USA. USA qui pour l'instant sont un peu en période de calme, même s'ils ont eu 2 énormes tournois récemment que sont le Let's Make Big Moves et bien sûr le Genesis, qui accueille d'ailleurs aussi du Street Fighter, même si c'est pas considéré comme étant une convention de jeux de combat en général, parce que bon, mais il y a quand même voilà, quelques personnes qui y sont allées, particulièrement sur 2XKO qui faisait partie, dont le Genesis faisait partie du circuit Challenger, Major pardon, sur les Competitive Series. Non, Challenger? Oui, Challenger, parce que c'était le Frosty Faustings juste avant. Donc là, c'est un peu en calme. Il va y avoir le Level Up Expo qui va se dérouler la semaine avant, et là, je fais ma transition pour la partie mondiale, Yes. avant le Kagaribi. Kagaribi qui est the place to be depuis 2 ans. Globalement, ça fait 2 ans que là, vraiment, il faut absolument y aller pour tout compétiteur qui se respecte. C'est le Genesis / la SmashCon / qui est devenu le Supernova, mais vraiment à l'échelle mondiale. Ça se déroule au Japon, c'est à Tokyo. Tout à fait. C'est à Tokyo et ils attendent cette année un cap de 3072 personnes. Et ouais, l'an dernier, Alors, je crois. pour un seul tournoi? Pour uniquement Super Smash Bros Ultimate, ouais. C'est sur 3 jours pendant la Golden Week. Ouais, ça te la coupe, hein. Ah ouais, 3000 gars, ouais. La quantité de participants. En fait, quand j'en parle souvent avec des gens vis-à-vis d'autres jeux de combat, certaines personnes me disent, vous vous rendez pas compte que même pour Street Fighter ou Tekken ou autre, un 128 pour nous c'est déjà huge. Et sur Smash Bros, il y a énormément de joueurs. Et du coup, s'ils capent à 3072, c'est absolument énorme. On est déjà en train de faire les chiffres des gens du top 100 qui vont s'inscrire. On est déjà à quasiment plus de la moitié. Donc vraiment, ça va être, voilà, c'est vraiment
la grand-messe, le grand chelem de Smash Bros désormais depuis 2 ans. L'an dernier, c'était le premier gros Kagaribi. Et ce qui était aussi très rigolo, c'est que les gens n'y vont que pour la gloire de la victoire, parce que c'est au Japon, et au Japon, il n'y a pas de cash prize. Donc les gens, ils viennent pour récupérer, je crois, 2 kilos de bœuf de Kobe s'ils font premier, et ça rentre à la maison après avoir dépensé 1000 balles pendant une semaine pour aller jusqu'à Tokyo, quoi, depuis la France. C'est un truc de fou. Tu verrais jamais ça dans le circuit à Street 6. S'il n'y a pas d'argent à gagner, personne ne va au tournoi. Mais les gens kiffent trop, visiblement. C'est un truc de fou. Voilà en tout cas pour le plus gros de la D'accord. compétition. Évidemment, les États-Unis continuent de faire des trucs et le Japon aussi. Ok, et du coup, par rapport par exemple à un jeu comme Street 6 où il y a entre guillemets déjà un championnat officiel, un circuit officiel de l'éditeur, déjà, donc la Capcom Cup, et ensuite des championnats et des circuits qui sont non officiels mais entre guillemets tolérés par Capcom. Donc je parle évidemment de l'SWC Bien où sûr. ils ont inclus Street 6, il y a masse de cash à gagner, c'est un truc de fou. Tous les joueurs, il y a même des joueurs qui préfèrent, qui ont des stratégies plus Oui. de Ouais, je suis un participation peu ça. pour plutôt être qualifiés à l'ESWC qu'à la Capcom Cup. Parce qu'ils savent que potentiellement, ils ont beaucoup plus de cash à prendre que la Capcom Cup. Et Ouais, après, tout à fait. tu as évidemment tous les tournois plus ou moins locaux qui sont affiliés aussi par exemple à l'ESWC ou affiliés à la Capcom Cup. Donc en fait, ça crée tout un truc où en fait, quand tu es un joueur compétitif, tu as envie d'aller à tous les tournois. En fait, tu te dis, voilà, si je suis sponsorisé, concrètement, je vais aller à tous les tournois. Soit je peux me qualifier pour la Capcom Cup, soit je peux me qualifier pour le SWC, soit je peux gagner un cash prize intéressant. Et dans la même foulée, voilà, tu sais, monter ta notoriété, ta fame et être repéré éventuellement par des sponsors. Bien sûr. Est-ce qu'il y a ça sur la scène de Smash Ultimate à l'heure actuelle? Alors, il y a eu des tentatives, mais dans un premier temps, Nintendo ne soutient pas. Nintendo Oui, ne ça soutient j'avais pas, bien l'éditeur compris. Ça ne j'avais soutient bien pas, compris ça, que on en l'éditeur est- ne soutient pas. Ouais. Ceci étant, il y a eu des tentatives en effet qui ont été faites par différents acteurs de la scène. Je pense notamment à Panda Global qui avait tenté durant une période de faire donc ce qu'ils appelaient le Smash World Tour, qui s'était fait aussi d'ailleurs pendant la période du Covid, où en gros tournoi online et aussi petites weeklies locales. Les gens accumulent des points et ensuite une fois que tu remportes le nombre de points, tu arrives dans le bracket final et ensuite ça monte. Je me souviens aussi qu'il y avait un LCQ, ce qui permet donc à des joueurs qu'on connaît en France ou en Europe mais qu'on n'attendait peut-être pas forcément aller dans des tournois de si grosse envergure. Et quand ils étaient très actifs durant la période online Covid, notamment Tom Berry qui était un joueur de Snake, il a pu y accéder. Alors qu'à la base, on ne l'attendait pas du tout. On pensait pas qu'il était capable d'aller aussi loin. Bon, il était chaud à l'époque, mais quand même. Et il s'est pointé là-bas, donc voilà, il a fait un résultat plus que correct. Et de l'autre côté, évidemment, Gluttony qui s'était placé, Siski également à son époque, qui est un joueur de Samus Nick, qui est aujourd'hui dans le top 5 Europe. Techniquement, il y a eu des tentatives, il y a eu des circuits qui ont été mis en place. Le problème étant que quand tu n'as pas un encadrement fédératif qui va directement avec le soutien de l'éditeur, qui peut dire veto, pas veto, malheureusement, tu peux avoir parfois des abus. Et donc, pendant cette période, il y a eu des conflits d'intérêts qui ont été joués entre les organisateurs de tournois annexes qui voulaient faire passer leur tournoi dans le Smash World Tour et autres. Et à la fin, donc, ça a fait vraiment dismantle. Nintendo a fini par mettre son nez là-dedans et dire bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train d'utiliser notre jeu à des fins différents, que ce soit de l'économique, notoriété et autres, et donc ils ont fini par plus ou moins couler le projet, sachant qu'à la base il faisait partie des négociations. Donc de fait, on n'a pas vraiment de circuit, et c'est pour ça que des joueurs justement se disent ça vaut le coup que j'aille aux USA, ça vaut le coup que j'aille au Japon, parce qu'au final ils se disent qu'ils peuvent quand même se permettre d'avoir accès à des événements auxquels ils penseraient pas forcément aller si c'était pas justement pour la notoriété. Le Genesis, c'est un événement où on veut absolument aller, et le Kagaribi désormais est vraiment l'événement où tout le monde veut aller. Mais du coup, que concrètement, les joueurs qui sont très très forts, donc je sais pas, je dis par exemple, je sais pas, le top 8 mondial, est-ce que ces joueurs-là vivent du jeu ou pas? Concrètement, est-ce que c'est des joueurs professionnels qui vivent du jeu ou pas? Tous les joueurs, alors si je dis pas de bêtises, tous les joueurs du top 8 du top 8 mondial sont sponsorisés. D'accord. Du top 10 aussi. Je pense que effectivement, de là à dire qu'ils en vivent, c'est une bonne question. Il faudrait voir si les Japonais font beaucoup de live stream. Je crois que c'est le cas pour la plupart. En tout cas, voilà, ils sont sous contrat, ça c'est sûr. Donc ils arrivent, en tout cas. Du côté des Japonais, j'espère à avoir quand même une paye décente pour pouvoir être compétiteur. Probablement qu'ils font d'autres activités à côté. Pour le coup, je connais pas assez leur vie pour ça. Parce que effectivement, être joueur japonais et être dans le top 5 mondial, si tu fais beaucoup de compétitions au Japon, de toute façon, ça paye pas. De toute façon, c'est considéré là-bas comme des jeux d'argent, donc tu ne peux pas remporter de cash prize. Donc je ne sais pas vis-à-vis des Japonais. Par contre, je pars du principe que Spargo, qui est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur, du côté du Mexique,
top 5 mondial sur ce début d'année. Lui, par contre, il est chez FaZe, et effectivement, je pense que lui, il vit du jeu, il n'y a pas de souci. Gluttony en France également a une paye lui permettant d'être compétiteur et streamer. Donc, oui, globalement, les joueurs sponsorisés à très haut niveau, je pense qu'ils s'en sortent à peu Ah, près. ok. Côté Japon, il doit y avoir des subtilités. Ok. Mais du coup, quel est l'intérêt, en fait d'un sponsor de sponsoriser un joueur sur un jeu où il n'y a pas de, tu vois, de circuit officiel, il n'y a pas de cash prize à prendre. Enfin, C'est l'effet Smash Bros. Je sais pas, c'est ce jeu que tu peux faire dans n'importe quelle circonstance, qui a 35 millions de copies vendues de par le monde, soit quasiment, D'accord, voire ok. même un peu plus que toutes les copies de Street Fighter 2. En fait, il y a un truc qui joue avec Smash, en tout cas pour les personnes qui ont un peu touché, qui ont un aspect nostalgique avec, c'est que si jamais tu y as joué un petit peu quand tu as joué à Melee ou que tu y as eu un petit peu accès à une période, c'est que quand tu vas remettre les doigts dedans et que tu commences un peu à appuyer, bah le jeu est bien, le jeu a un excellent sound design, le jeu est sympa, les impacts des coups sont agréables au ressenti, les persos sont assez iconiques, pouvoir jouer Pikachu pour certaines personnes c'est trop stylé, pouvoir jouer Link c'est trop stylé aussi, moi mon mec a joué à tous les Metroid. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à Smash Bros. L'autre jour, on a lancé Smash Bros pour rigoler. Il a pris Samus. Évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pris d'autre? Donc, des trucs comme ça. C'est juste, Ouais. il y a un aspect nostalgique puissant et fort dans Smash Bros où tu te dis, je peux faire en sorte, je peux découper Mario en morceaux avec Cloud. La phrase, elle est étrange dans ta tête, mais ça n'empêche pas qu'elle est cool et qu'elle est impactante. Et ensuite, derrière, il faut pas oublier aussi un truc, c'est la force, la puissance communautaire qu'on C'est vrai ressent que dit comme aussi. ça. Bah oui, qu'on ressent aussi chez les orgas, je pense, des FG tradis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une aventure, c'est le jouer à des jeux de combat, c'est une aventure purement humaine parce que pour la majorité des Tout gens, à fait. c'est quand même beaucoup la S de faire de l'organisation. Je veux dire, le mindset, sûr. par exemple, c'était très Bien très cool, mais tu connais un peu Flashno et tu vois les moyens qu'ils ont dû délivrer et sortir de terre pour que ça existe. Bah, c'est compliqué, c'est vraiment très très dur. Et Smash Bros, ça l'est d'autant plus qu'il n'y a pas de thunes. Et donc en fait, je pense aussi qu'il doit y avoir un côté addictif. Il faudrait certainement qu'on ait des études sociologiques sur le sujet. Peut-être certainement un numéro vert, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, Smash Bros, c'est justement de par l'effet et l'engouement quand tu commences à faire partie d'un staff. Tu kiffes, tu continues Ouais, et tu kiffes, ouais. tu y vas encore. C'est la passion. T'as les Nintendo Direct pour les annonces de perso, exactement comme pour les annonces de perso. C'est la passion, en fait. C'est très très passionnel. Mm. Ce qui d'ailleurs peut aussi avoir des downsides. Hein. Il y a aussi des gens jeunes, notamment. Moi, je l'ai pas trop vécu parce que j'ai commencé à rentrer dans la scène, j'avais 25 ans. Et des gens de 16, 18 ans qui parfois s'expriment un peu sur les réseaux sociaux. En fait, ils vont faire tourner leur sociabilité et leur vie autour du jeu et de la compétition dans laquelle ils essaient de participer. Et on a eu des personnes, tu leur posais, ils se sont à un moment posés quand ils ont commencé leurs études sup, quand ils ont commencé à sortir de leur sphère parentale, et ils étaient en mode, mais putain, ma vie sociale, même mon temps libre, et globalement ce que je fais en sociabilité, en allant en tournoi, en allant en weeklies, tout ne tourne qu'autour de Smash Bros. Et si jamais ils ont par exemple des conflits avec des personnes de la scène ou qu'ils ont des difficultés personnelles, pour se rabattre sur des personnes à condition qu'ils aient créé des amitiés sur Smash Bros, tant mieux. Mais sinon ils se retrouvent le bec dans l'eau et du coup parfois en grande difficulté, en grande détresse mentale. Donc faut aussi faire attention à savoir mesurer et se discipliner vis-à-vis des trucs dans lesquels on travaille. Bah, c'est vraiment le côté passionnel, mais quand t'es trop dans le passionnel et que du coup tu y mets derrière un aspect humain, si t'es pas attentif et que ça se passe mal, tu te retrouves très très rapidement tout seul. Donc faut vraiment Est-ce qu'il y a des cas attentif. comme ça de joueurs qui ont entre guillemets mal tourné, des épisodes malheureux où voilà, les gars qui ont carrément arrêté de jouer ou je sais pas. Tourner, ça dépend jusqu'où on place le métrique. Malheureux, ça dépend aussi où on place le métrique, mais on a déjà eu des personnes qui d'un seul coup balancent des messages inquiétants sur Twitter et du coup la commu essaie de se mobiliser pour dire il est où, est-ce que vous avez des nouvelles, est-ce que vous avez un numéro de téléphone personnel. Je crois pas avoir eu de souvenir en tout cas de trucs graves comme ça, en tout cas sur la scène francophone. C'est qui le joueur? Je pourrais pas les resituer, mais en tout cas je sais qu'on a déjà été fait en sorte de se mobiliser pour des personnes, mais les pseudos là comme ça me reviendront pas particulièrement en tête. Et des personnes qui oui au final ont décidé de finalement s'éloigner. Là pour le coup j'en connais certains dans la scène parisienne, notamment un collègue qui s'appelle Ber, qui est un type formidable, qui joue aussi d'ailleurs un peu à Street Fighter, il joue à Kuma. Qui lui par contre est il est plus âgé aussi, donc il revient quand il sait que ça va mieux. Voilà, quand il se dit qu'il peut accorder du temps et de l'énergie à ça. Yes. Voilà, mais c'est comme tout, il faut savoir doser en fait, c'est une question de discipline et de faire sûr, attention à connaître ses limites. En restant dans le domaine de Smash, que toi il y a eu un tournoi où vraiment tu as senti que c'était le tournoi où qui t'a marqué en tant que commentateur, vraiment
ton tournoi, on va dire, historique? Alors en commentateur. Ouais, en commentateur. Alors en commentateur, moi je pense que celui qui m'a le plus touché, celui qui m'a vraiment, vraiment le plus touché, je pense que c'était peut-être le tournoi VCA, le Vienna Challengers Arena, qui se déroulait à Vienne, c'était en 2022. Parce que parce que j'ai débarqué là-bas en mode allez, j'y vais et on voit s'il se passe des trucs. Parce que voilà, j'avais l'opportunité, je me suis dit que ça pouvait être chouette. Et on était dans une phase intéressante où on avait un joueur anglais qui de plus en plus commençait à chatouiller Gluttony, qui a été longtemps considéré comme l'intouchable européen. Et à cette époque, il était vraiment encore sur le podium. Donc j'y vais et on se dit allez, on voit ce que ça donne. Et en fait, je me retrouve à aller donc dans ce tournoi qui se fait en parallèle d'une convention un peu comme une Japan Expo à Vienne. Et je rencontre des gens super, des gens qui faisaient du cosplay, qui se pointent à côté de l'événement et on papote. Ils se disent qu'est-ce que vous faites ici? Donc on papote, on a bu des coups ensemble, c'était très très chouette. Et surtout, le stream secondaire francophone qui était sur place, et ben je l'ai en très grande majorité du coup animé et commenté, en partie parce que ça permettait déjà d'aider notamment NTK, Chris à la régie à cette époque, et parce que j'avais un collègue francophone qui venait sur place pour donner un coup de main, mais lui il était sur la line-up officielle anglophone. Ming, qui est aujourd'hui certainement le meilleur commentateur du monde selon moi, selon mes critères. Et donc il venait en tandem de temps en temps commenter, mais il essayait de s'économiser. Donc du coup pour tenir l'ambiance, moi je débarque. J'avais vite fait prévu une veste et un haut de costume au cas où, histoire de faire un peu sérieux. Ouais. Et j'ai passé 2 jours. Et je sais que c'est pas bien, mais en vrai j'accepte parce que j'avais pas commencé la salle à cette époque. Mais café Red Bull. Ouais. 9h-19h. Ouais, pour tenir quoi. Tout le long. Pour tenir, parce que la fatigue était énorme et du coup voilà, j'étais comme un dingue à commenter la compétition. Les francophones avaient fait des résultats qui étaient très chouettes et surtout le plus marquant, c'était là où c'était méga stylé parce que on arrive finalement à la rivalité franco-anglaise qui d'ailleurs dépasse le cadre de Smash Bros. Hein. Si on se met à parler de football, laisse tomber. Et on est comme des dingues. Et on est comme des dingues, je commente. En fait, à ce moment-là, je sais que je dois tout balancer et je balance absolument tout comme un fou furieux sous Big Red Bull pendant que mon collègue me regarde et en mode mais si tu veux, je peux laisser le commentary tout pour toi tout seul parce qu'il n'arrive pas à tenir la cadence. Lui en plus était un peu malade en plus, le pauvre Ming, il avait un peu la crève à ce moment-là. Et donc en fait, l'expérience de tournoi, en fait, pour moi, elle a été géniale parce que il y avait le côté rencontre de personnes et même qui sortaient du cadre de Smash Bros et on essayait de leur expliquer ce que c'était. Ensuite, pouvoir les revoir ensuite pour boire ou manger un morceau à l'extérieur. Donc l'aventure humaine, elle était remplie. Et ensuite, moi, niveau commentary, je me suis lâché, je me suis fait grave plaise. C'était juste génial. Et en plus, pouvoir commenter avec le collègue Ming, ce qui n'est pas arrivé très très souvent depuis, sachant qu'il est compétent. En plus de ça, il l'était déjà à l'époque. C'était juste génial. Puis en plus, t'es dans un autre cas, tu sors de chez toi, t'es dans un autre pays, t'es obligé de découvrir des trucs. Moi j'ai découvert Vienne qui est une ville vraiment super chouette, extrêmement agréable. Donc ça pour le coup j'en garde un souvenir qui est marquant et qui m'a fait me dire voilà, même s'il y a pu y avoir des hauts débats, clairement ça me donne envie de continuer. Ouais, t'avais de la matière et en plus t'étais dans le bon contexte. Le bon timing, donc super. Tout à fait, et j'ai conservé des footages évidemment de cette période-là qui encore servent dans mes reels, qui sont vraiment trop cool. Génial. Est-ce qu'il y a un moment où durant un live, que ce soit en stream ou en tournoi, est-ce qu'il y a un moment où t'as pété un câble parce que soit t'étais trop fatigué, soit la situation t'a énervé? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu des clashs comme ça? Alors de la colère, non, pas particulièrement. Ça a pu arriver, enfin c'est comment dire, juste de dire, mais c'est plus dans le cadre de la weekly. Dans la weekly, tu peux plus te lâcher. C'est les potes, c'est les gens de la commu, tu les vois toutes les semaines où il y a un truc où le gars fait une erreur obvious et tu te lèves, tu le regardes, tu fais mais non, mais non, collègue. Bah non, faut pas faire ça, tu le sais. Mais c'est pas de la colère, c'est de la vanne entre potes et tout le monde est à peu près ok avec le processus. Par contre, des pétages de câbles et des erreurs de commentary, oui. Et en fait, il faut prendre un truc en compte, c'est que à peu près tous les commentateurs, de près ou de loin, ont pu faire des erreurs au commentary. Ensuite, ça dépend ensuite de la gravité de ce que tu dis au commentary. On a eu un commentateur à Paris dans un petit tournoi local. C'était au Meltdown à l'époque. Le Meltdown n'existe plus aujourd'hui à Paname. Oui, je connais le Meltdown. Mais il n'existe plus, c'est devenu une pizzeria maintenant. Ouais, la vente s'est faite l'an dernier, c'est devenu un resto à pizza. Du coup, c'est terrible parce que tu passes sur le boulevard Richard Lenoir à côté de Bastille, tu marches, tu tournes la tête, tu reconnais le bâtiment, tu reconnais les murs, mais c'est devenu un resto à pizza. Parce que j'y allais souvent quand même en vrai. Bah ouais. À l'époque, quand j'habitais encore sur Paris, c'est finito. Ok, d'accord. Ouais, c'est la fin d'une époque. Et donc on a un collègue du Meltdown qui à l'époque ils avaient voulu tenter le commentary, ils ont vite fait arrêter après cet incident parce que le mec
il se passe une action et il balance le really N-word. Comme ça. Mais non. Sans être évidemment concerné par du coup ce truc là quoi, il avait pas le pass, donc du coup malheureusement bon ça là je te balance un incident un peu critique, mais sinon moi de mon côté il y a pu y en avoir effectivement un petit peu dans cette veine. D'ailleurs on était sur un Wanted, c'était en 2021-2022 et truc bête, vraiment le truc trop bête, tu réfléchis pas à ce que tu dis, t'es dans l'euphorie du moment, t'as la fatigue de ta journée, et effectivement j'ai balancé un truc qui était soft, raciste, qui n'aurait juste jamais dû sortir de ma bouche, qui évidemment a été récupéré immédiatement par Twitter derrière, et ensuite base. ça s'est accumulé. Ouais, et puis les gens, ils rajoutent, ils rajoutent par-dessus, donc ouais, bien sûr. Évidemment, c'est Twitter. Donc ça m'a un peu desservi. J'avoue que pendant une certaine durée, les personnes étaient du coup un peu frileuses à l'idée de m'avoir en event, en se disant tu peux être un peu bombé à retardement si ça continue, etc. De temps en temps aujourd'hui, certaines personnes qui m'apprécient pas trop s'amusent à le rebalancer pour me contre-argumenter sur Internet. Mais sinon aujourd'hui c'est fine. Non mais sur Internet, tu vois, tu fais pas gaffe, tu passes à autre chose. Voilà. Globalement aujourd'hui, en fait, ce truc-là, très rapidement ensuite auprès des copains, est devenu une vanne pour me vanner plus qu'autre chose. Par contre, des inconnus, quand ils me le sortent, en général, ça peut un peu m'agacer. Il y a eu un gars qui est venu au tournoi de l'association il y a pas longtemps. Pour rigoler, il a balancé un truc en rapport à ça en ASCII dans le chat. Et du coup, comme j'ai vu qu'il s'était inscrit, je suis allé le voir, je lui ai dit bon, pourquoi t'as fait ça? Et il m'a dit, mais en vrai c'est un gars qui n'était pas concerné à l'époque, il n'était pas dans la commu à l'époque, donc il m'a dit parce que je trouvais ça marrant. Alors je lui ai dit, oui, bon, alors, moi j'ai 30 ans, toi t'en as 19, donc je peux comprendre le fait qu'il y a un écart sur ce que tu vas trouver drôle et moi pas. Mais du coup, comprends que moi ça a été un truc qui m'a été dommageable. Bah oui. Passons à autre chose s'il te plaît, il a compris et du coup il n'y a pas eu de galère. Enfin, parfois aussi les gens avec un truc qui a une certaine longévité ne font plus attention au contexte dans lequel ça s'est passé et en fait peuvent s'en servir d'un point de vue humoristique. Moi en général je leur dis bon, si on peut passer à autre chose et considérer que depuis 3 ans j'ai quand même fait des accomplissems, ça m'arrangerait pas mal. Quand tu castes comme ça, que ce soit des petits, des gros tournois ou même quand tu es en stream, il y a une partie de toi justement qui joue un rôle ou tu es tout le temps, tu vois, 100% Excellente toi. question. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une excellente question. C'est une très très bonne question. Je pense qu'au début, toute personne essaye de se protéger un petit peu parce que tu sais pas trop le ton que tu veux apporter. Et en fait, plus tu pratiques, plus ça a tendance à s'estomper. Tu es un petit peu plus spontané. Moi, par exemple, pendant très longtemps, je me suis réfugié derrière le fait de faire des vannes. Mais forcer une vanne, c'est jamais une bonne idée parce que là-bas, la vanne, du coup, est pas très marrante. Donc pendant un temps, c'est un truc qui m'a été reproché par des collègues commentateurs. Et au final, ensuite, tu aplanis, tu attends que ça vienne. Et ensuite, quand tu penses que ça, c'est le bon timing et que la vanne est bonne, le jeu de mots, que sais-je, là, effectivement, tu peux y aller. Et puis tu peux aussi, et ça, j'ai eu un collègue qui faisait ça beaucoup, il essayait de forcer l'humour. Et en fait, c'est pas qu'il était pas drôle, c'est pas le sujet. Il sait être drôle quand il faut. Mais en tant que commentateur, il est meilleur quand il est pas drôle. Mais il fallait juste qu'il fasse l'expérience de calmer le ton, de rester très carré et très propre dans ce qu'il faisait, et de ne pas essayer d'incarner ce mec goofy parce qu'il voulait peut-être ressembler à je ne sais quel commentateur qu'on pouvait avoir, TPK, qui eux, en fait, cette spontanéité de la bonne phrase dans le bon vocabulaire, etc. Et en fait, quand tu commences à te détacher et que tu crées ton propre persona, tu es un peu plus toi. Mais c'est un débat éternel dans le commentary. Comment tu incarnes la figure que tu es censé représenter sans pour autant trop te lâcher, parce que des fois après il peut y avoir des bêtises comme ce que moi j'ai pu faire ou d'autres collègues, et le fait de rester sport tout en gardant une spontanéité. Je pense qu'effectivement c'est un truc qui s'estompe. Aujourd'hui je commente quasiment à la McDo, quoi. Venez comme vous êtes. En fait ça vient avec l'expérience, quoi. Complètement. Mais ça c'est comme pour tout. Le fait de caster, de répéter, d'être devant les caméras, devant les photographes, t'entendre aussi. Oui, absolument. Le retour. Il vaut mieux qu'on ait un retour. Est-ce que tu te réécoutes en plus des bien retours sûr. qu'on te fait? Oui, bien sûr, absolument. C'est même vital pour justement s'améliorer. En fait, le commentary, c'est comme n'importe quelle activité, un truc sur lequel tu dois avoir une discipline, sur lequel tu dois te focus, tu dois te donner du temps. Tu peux pas considérer que c'est juste il y a un micro, j'y vais toutes les semaines, c'est ok. Tu vas être un commentateur sympa en weekly, mais si tu as un peu d'ambition comme moi j'en ai eu assez vite, ça va juste pas avancer. Et très rapidement, c'est ce qu'on m'a dit, fais comme les joueurs professionnels, revois tes matchs, bon c'est pas toi qui es à la manette, mais réécoute-toi au micro. Vois si là ta phrase elle était chiante, si là ton intervention elle était pertinente, combien de temps tu parles, parce que t'as quand même un co-caster la plupart du temps, donc il faut aussi lui accorder du temps. Oui c'est ça, ouais. Est-ce que ta passe était intelligible, est-ce que le mec a bien compris ce que tu voulais dire? Et c'est des trucs de l'ordre de la discipline, et d'ailleurs aussi un truc qui est important là-dedans, c'est la préparation sur les grosses dates. La weekly je m'en fous,
pas de galère, je sais qui vient, je sais à peu près où ils en sont à peu près d'un point de vue compétitif, d'accord. Par contre, on m'appelle sur un 256, là faut bosser. Faut regarder un petit peu les gars qui viennent, tu prends ton carnet, les tu regardes les inscrits. les top players, Absolument, tu regardes les inscrits, tu regardes les prédictions au niveau du seeding et du bracket, comment il va se dérouler. Évidemment, avec l'expérience, on a aussi des notions un petit peu sur les match-ups. Si on n'en a pas, autant aller demander à certaines personnes. Et en fait, tu débarques et en fait, tu as un petit carnet, tu as des notes par-ci par-là. Moi, personnellement, je sais que je l'ai beaucoup fait au début. Maintenant, je le fais de manière très méthodique et donc de manière réduite. C'est un peu comme les fiches qu'on avait en révision dans les prépas et autres. Au début, je faisais des énormes trucs. Maintenant, je sais à peu près à quoi m'en tenir. J'ai réduit pour être plus efficace. Mais par contre, j'ai des collègues qui continuent encore d'avoir des trucs assez complets qu'ils utilisent pour être très exhaustifs. Qui, moi, personnellement, je considère que c'est de la dispersion. Mais après, si ça leur convient, tant mieux. Mais c'est une question de discipline. C'est comme pour le sport que je fais. C'est comme pour... les habitudes que j'essaie de faire en sorte pour la création de contenu, il faut avoir une régularité, une discipline et une constance qui ne va pas de soi. On ne peut pas considérer que ça vienne de nulle part. Maintenant que tu as une bonne expérience du casting, du cast en tournoi live, et que tu fais aussi du streaming, comment tu arrives à différencier ton ton, ta façon de faire, tu vois, en fonction de est-ce que tu es en live, en streaming, ou est-ce que tu es en live, en fait, tu sais, sur un tournoi? Parce qu'en fait, au final, c'est la même chose. Tu sais, t'es assis, t'as le micro. T'as le micro et tu te lances sur la caméra. Tu parles avec quelqu'un, ou alors tu parles par viewers interposés. Mais concrètement, c'est la même chose. Comment tu t'arrives à avoir une énergie différente, ou tu vois, une vibe différente? En fait, c'est les sujets. Je pense que c'est aussi les sujets abordés. Et aussi un truc vital, aussi un truc important, c'est le chat. En tout cas, sur les grosses compétitions, le chat, on ne le regarde pas. Il y a trop de messages. Il peut y avoir potentiellement trop de personnes, effectivement, mais en fait, même pour se concentrer et rester dans le momentum avec ton collègue, il vaut mieux ne pas regarder, parce que supposons par exemple qu'il y ait... C'est super intéressant, ça. Supposons par exemple que si t'es en weekly, à la rigueur, le chat c'est normal. C'est pensé comme un petit event, on est entre nous, on est dans un petit cercle d'habitués, il n'y a pas de galère. Mais supposons par exemple que tu sois sur... Et ça... Moi, personnellement, ça ne me concerne pas tant parce que je suis un mec blanc, c'est ok. Par contre, je pense à une collègue qui était à l'UFA 2024, 23, qui était une jeune commentatrice anglaise noire qui faisait partie de la line-up. Ming, qui s'occupait de la supervision des line-up là-bas, si je dis pas de bêtises, lui avait donné sa chance. Parce que lui, il s'occupe plutôt du versant anglophone, étant donné qu'il fait la jonction entre les USA. Enfin, aujourd'hui, il fait beaucoup plus de trucs, mais en tout cas, il fait cette jonction. Il fait cette jonction parce que c'est un commentateur bilingue qui a fait beaucoup de compétitions, notamment aux US. Donc, il lui donne sa chance. Évidemment, la modération Twitch a fait de son mieux, mais elle n'a pas pu échapper à des dingueries dans le chat. Parce que racistes, c'est une femme, misogyne, etc. Donc, je sais pas s'ils avaient le chat directement sous les yeux ou que sais-je, mais je sais que ça l'a touché d'une certaine manière. Moi, personnellement, si je vois que sur une grosse compétition qu'un type me dit le commentary est nul, ça va, comment dire, dans mon cerveau, ça va se mix back pendant 5 minutes, mais en fait, on ne va pas m'attaquer sur ce que je suis, on va m'attaquer sur ce que je fais. Donc là, en l'occurrence, moi, globalement, ça va aller. Mais par contre, il faut absolument faire cette dissociation pour ne pas craquer, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Par contre, t'as un petit con qui vient sur mon chat et qui vient dire des conneries sur mon live perso, j'ai l'avantage du ban et j'ai l'avantage de lui insulter ses grands morts sans avoir aucune conséquence. Donc t'as un ton, en fait, t'as un ton d'un point de vue de ta gestion d'émotions et aussi de te rappeler où tu en es, ou sur lequel tu dois être un petit peu carré. C'est-à-dire que quand tu viens sur un event pour représenter une organisation qui propose un tournoi, tu as quand même une dimension professionnelle. Tu représentes pas la marque, et encore ça dépend, parce que s'il y a des sponsors, effectivement tu représentes la marque. Donc en fait, tu te dois d'avoir un truc carré où tu fais bien ta présentation, t'es propre, t'es poli, il n'y a pas de galère. Ça tombe. Tu peux dire des grossièretés, encore ça dépend comment tu les formules, mais tu dois rester quand même clean. Je suis sur mon live, je suis propriétaire des lieux en fait. Ouais, tu t'en bats les couilles, le gars, tu vas direct. Voilà, je fais ce que je veux, donc je peux dire des trucs, je peux me plaindre aussi, tu vois, par exemple. Après, ça c'est évidemment un truc sur lequel il faut avoir de la vigilance, parce que potentiellement des gens avec qui tu as travaillé, si tu te plains d'eux sur ton live perso, ils peuvent potentiellement le voir. Donc faut faire attention aussi à ce qu'on dit sur Internet. Gardez votre jardin secret, les gens, c'est important. Ce n'est pas un journal intime, Twitter, mais en l'occurrence. Voilà, tu peux avoir un ton un peu plus relaxé pour parler de certaines choses, où tu sais qu'il y aura un public de personnes qui sont un peu avec toi sur un live personnel, parce qu'ils viennent, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils te kiffent,
où là où tu sais, t'as une liberté de ton, là où sur un live dans lequel tu es en tant que personne un petit peu... là où tu es beaucoup plus corpo parce qu'on t'a amené, on t'a Oui, appelé c'est ça. pour venir. Et Tu représentes en fait Voilà. l'organisation en fait en Exactement. partie, en partie. Exactement. Donc oui, tu peux pas dire 100% tes opinions, j'en sais rien. Je donne un exemple des opinions politiques. Oui, là où par exemple je suis ou beaucoup tes plus politisé préférences, sur mon live perso. Ouais, ouais. Voilà. Là par contre voilà, je suis d'autant plus dans la période actuelle où il faut quand même pouvoir se positionner. Là par contre voilà, je me lâche beaucoup plus, j'en parle beaucoup plus. On a aussi des sujets de conversation. Et aussi c'est ça, c'est que sur un live Twitch perso, les gens peuvent te poser des questions sur ta life. S'ils le font pendant que tu es en train de faire un tournoi, tu vas pas commencer à répondre. Par contre, si les gens te demandent, voilà, tu joues à quoi, qu'est-ce que tu machines, voilà, tu crées un lien. Là où quand tu fais un live Twitch, là où tu fais un live sur un tournoi, le lien en fait, techniquement, c'est déjà créé parce que les gens voient ce lien et décident de t'appeler parce que tu sais que tu fédères entre la compétition qui est en cours et le public qui va regarder. Ok. Ça marche. Et quand tu as des gros lives comme ça peut durer en stream, ça peut durer jusqu'à combien de temps là? Parce que là, par exemple, tu as streamé cet après-midi. Et généralement, tu arrives à tenir pendant combien de temps? Alors, là, les émissions qu'on fait avec Chaf durent en moyenne 3 heures. On essaie de faire moins. Mais en vrai, on a des conversations qui sont quand même cool. En tournoi, du coup, c'est toute la journée. Un tournoi, c'est toute la journée, mais les commentateurs font des blocs de 1h30 et ensuite Ouais, on a des c'est ça, breaks. ouais. Donc ça, c'est OK. Par contre, là arrive, en termes de création de contenu, parce qu'il n'y a pas de choix quand c'est des compétitions internationales, ce que fait aussi d'ailleurs, ce que je crois qu'il l'a fait hier soir, TPK, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ce matin, très tôt, la compétition Street Fighter. C'était, on va dire, c'était vers 3-4 heures du matin. C'est ça. C'est ça. Donc TPK, voilà, il le fait sur sa chaîne. Donc ça, moi, je le fais par exemple sur Smash Bros. Et j'ai aussi tenté l'exercice au Frosty Faustings de 2XKO. Quand tu fais une watch party et que c'est toi qui en assumes la responsabilité, décalage horaire oblige, t'as un live de 10 heures. Et t'es déglingué à cause du décalage horaire. Quand tu fais une watch party avec des potes, moi en plus je me suis un peu sauvé la vie avec ça, j'ai trouvé un local avec une asso avec qui je bosse de temps à autre. J'ai un local qui est leur local associatif à eux dans Paris, et du coup on peut être 4, 5, 6, 7 là-dedans, et en fait on peut faire des tours, gérer la régie, manger, etc. Et après on rentre avec les premiers métros la plupart du temps. Donc ça c'est ok. Mais sinon mes lives sur des trucs un peu génériques sur lesquels il n'y a pas de gros events, je commence à 20h et puis après on s'arrête vers minuit, un truc dans le genre, 1h du matin au plus tard si jamais le jeu me plaît ou que le sujet qu'on parle, qu'on discute est plaisant. C'est 4-5 heures. Comment tu fais pour garder pas concrètement le rythme et la forme comme ça quand tu enchaînes des tournois et les lives? Alors l'alimentation joue beaucoup forcément. Donc en général il y a des snacks à droite à gauche. Moi je sais qu'en moitié de live en général, ça peut arriver par exemple que j'en sais rien, j'ai besoin de remplir ma gourde pour boire un coup, etc. Je me fais en général un truc pour tenir un petit peu, donc sans m'y connaître pour autant sur l'alimentaire, je sais par exemple qu'une tartine de beurre de cacahuète ça va être pas mal parce que ça me donne du fuel qui va qui va pouvoir tenir sur la durée. Une petite compote de pommes à côté, puis voilà, on est reparti comme en 14. Au début du live en général, ce que je fais comme je commence vers 20h, c'est que je mange avec le chat et on papote avant qu'on lance. Donc j'ai mon plat qui est prêt, on papote et puis en fait je bouffe avant d'y aller. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mukbang, mais ça n'empêche pas qu'on. Enfin, si tu me diras, c'est mukbang un peu les origines. À la base, le mukbang, c'est pas les trucs avec des milliards de bouffes là. À la base, le mukbang, c'était des étudiantes coréennes qui en fait bouffaient et parlaient avec les gens pendant qu'elles faisaient leur repas, pendant leurs études ou leur boulot. Et voilà, c'est un petit peu un retour aux origines. Et du coup, oui, je mange mon plat, je montre aux gens ce que j'ai préparé, parce qu'en général, c'est moi qui cuisine, je suis plutôt cordon bleu, donc puis j'ai accès aussi à des produits d'un point de vue alimentaire qui sont vraiment très bien. Puis là, je suis en train de décliner mon arsenal de préparation. Genre là, j'ai découvert depuis le début de l'année 2026, j'ai découvert le bouillon collagène. Quel banger ce truc! Raconte-nous, c'est quoi la recette? C'est pas compliqué. Quand t'as de la volaille, tu gardes les os, tu gardes la peau, tu balances dans l'eau bouillante. Si tu veux, tu peux pimper avec un bouillon de volaille supplémentaire pour rajouter encore de la profondeur. Mais sinon, c'est littéralement la graisse et toutes les propriétés des lipides de la volaille qui vont juste créer un bouillon. Et ensuite, ce truc-là peut servir pour faire plein de trucs. Tu peux faire des bouillons de légumes, tu peux faire des risottos, tu peux faire des plats en sauce. C'est génial. Et j'ai aussi du coup appris que d'un point de vue des propriétés, que ce soit pour la peau, que ce soit pour la fermeté de la peau, donc aussi pour le travail de sport, c'est quand même chouette. Pour les cheveux, pour les ongles, enfin c'est apparemment extrêmement stylé. Oui, en gros, le collagène, tu le prends à la source. Complètement. Moi, ce que je fais, c'est que,
j'ai appris à, tu sais, à manger, par exemple, le pignon du poulet. En fait, tu sais, tu manges le cartilage, en fait. J'ai Oui, appris à tout à manger le fait. cartilage, en fait. Faut qu'il n'y ait plus rien qui reste. Tu manges du poulet. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère et ma sœur faisaient ça et j'étais en mode, mais comment vous faites? Alors, on rigolait en disant que leur signe astrologique à toutes les deux, c'était Lion. Donc, j'étais en mode, bon, pour le coup, c'est cohérent. Mais moi, j'avais jamais vraiment fait ça. J'ai essayé pendant une période et je me suis dit, bon, c'est pas non plus le truc le plus agréable. Ma solution maintenant, c'est tout faire fondre dans l'eau bouillante. C'est ça. Et puis maintenant, je m'en sers pour. En vrai, je sais apparemment aussi qu'il y a des sportifs qui le boivent en bouillon comme ça. Ça m'a pas beaucoup séduit. Du coup, je fais des trucs en Mhm. sauce avec. Mais oui, c'est hyper nutritif. C'est très, très Mm, nutritif. Et il y a beaucoup de gens qui se supplémentent en collagène, mais qui ne pensent pas à la base à manger tout simplement des choses naturelles qui ont la propriété d'avoir du collagène. mm, Parce que, mm. pareil, en fait, si tu te supplémentes énormément, qu'est-ce qui te dit que la supplémentation que tu achètes, que les vitamines, que les machins, euh, la poudre que tu achètes de collagène, elle est, entre guillemets, déjà naturelle et qu'elle est vraiment bio-assimilable de manière, tu vois, efficiente dans ton corps. Mm, mm. Tu vois. Alors qu'en fait, la nourriture, bah, c'est de la nourriture, quoi. C'est le Ouais, meilleur moyen, en complètement. fait, d'assimiler des nutriments, c'est de manger de la véritable nourriture. Ouais, de la calorie, tout à fait. Puis moi, en plus de ça, Mm. moi, je suis très très privilégié à ce niveau parce que donc j'en parlais un tout petit peu au début du live sur l'aspect un peu précarité. Et en fait, j'ai découvert que j'avais en bas de chez moi un marché qui est quand même très large. Genre, ça fait d'une station de métro à une autre. C'est un bon marché. Et je me suis posé la question un jour de me dire pourquoi j'irais pas faire de la récup. Pourquoi est-ce que j'irais pas récupérer des trucs alimentaires qui sont laissés et qui parfois sont en bon état. Surtout que je voyais aussi des gens que je connaissais un peu du quartier qui le faisaient et qui m'ont dit tente le coup. Et en fait, ça fait 2 ans que je ne rate plus, que je ne rate plus les fins de marché. Parce que Mais du coup, j'ai accès à des c'est un hack, produits alimentaires. c'est un hack de malade. C'est C'est un un hack hack de, de fou et je c'est recommande un à hack tous de. les gens qui ont un marché en bas de chez eux, tenter l'expérience. Si les maraîchers sont un peu casse-couilles, bon bah c'est le jeu. Ouais, Mais en c'est le l'occurrence, jeu. et puis ça, c'est un vrai sujet qui, pour le coup, moi, ensuite, m'a permis de développer aussi des opinions d'un point de vue politique sur le sujet. C'est que le gaspillage alimentaire, Bah, mesdames et messieurs. Parce que là, c'est du marché. Là, c'est du marché, mais oui, alors les grandes surfaces, ah, mais c'est une dinguerie. Mais bien c'est sûr, terrible. Et c'est une donc, dinguerie. je me retrouve. Alors là, tout de suite, je sais pas si je pourrais en retrouver une, ni si ce sera très net à la caméra. Mais en l'occurrence, bah tiens, bah, je peux montrer mon butin à la rigueur de ce mercredi. Mais en fait, du coup, j'ai effectivement des récupérations de produits alimentaires qui sont Ok. assez big. Pour te donner une idée, là, par exemple, bah, attends, je crois que j'ai la photo de. Moi, je suis totalement pour ça parce que je déteste le gaspillage. Je déteste Je ça. comprends. Je comprends, je Déteste comprends. ça. Pour moi, c'est une ineptie, tu vois. Oui, je suis d'accord. Surtout que voilà, on a quand même des gens qui ont quand même, bah, qui meurent de faim, Et, quoi. et j'avais vu comment ils procédaient au niveau des supermarchés. Tu vois? Attends une seconde que Ah je mette le point. ouais! Ah ouais, non, mais c'est du pur produit. C'est des purs produits, là. Ah, attends, j'essaie de gérer la mise au point. Voilà, donc toute cette partie que tu vois en bas, c'est de la volaille. Ce sont que des pièces de volaille, donc sur lesquelles je retire la peau et qui partent ensuite en bouillon collagène. Et puis ensuite, bah, des fruits rouges parce que ça commence déjà à revenir sur la période. Et puis ensuite, des têtes de poireaux, de la carotte, des frites, des pommes. Enfin, voilà quoi. Mais ça, c'est. Et ça, c'est quand je fais un bon butin chaque semaine. Mm, mm. J'avoue qu'en étant un petit gars précaire, ça me sauve la vie. Ah, c'est génial, franchement. Moi qui déteste le gaspillage, moi, Mm. je te dis, j'approuve totalement, hein. Et justement, je suis en train de développer d'ailleurs l'anti-gaspi à tel point que là, j'ai des potes qui commencent à m'attraper et qui me disent mais en fait, les déchets que tu fais avec tes aliments auxquels tu penses pas, la peau que tu pelles et tout, Oui, tu peux fais-en en faire. fais-en Tu fais-en peux en autre faire, chose. tu peux en faire de l'engrais, ouais. Tu peux en faire de l'engrais. Et même de Mm. l'alimentaire, parce que là, pendant la période, la période pardon, automnale, hivernale, j'ai récupéré des litchis. Le jus de litchi, c'est incroyable, c'est trop bon, Ouais. pas de galère. C'est Et giga j'ai bon. un collègue qui m'a chopé, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais des cosses et qu'est-ce que tu fais de la chair? Je lui ai dit bah je la jette et il m'a dit mais malheureux, fais-les fermenter pour en faire des sodas alcoolisés. Et C'est vrai. je suis donc depuis enfin je l'ai du coup ça fait quelques semaines mais j'ai été papa d'un premier soda au litchi et actuellement je suis en train de faire fermenter de la peau de fraise. Là il y a des fraises qui sont en train de macérer, je vais Incroyable. tester le pétillant aux fraises. Incroyable. Ouais, c'est génial. J'adore. C'est trop trop cool. Ouais, vraiment, c'est trop bien. En fait, l'alimentation, quand tu commences à la développer pour cuisiner et comprendre ce que tu manges, en fait, tu te rends compte de Mm. l'infini des possibilités. C'est Ah, trop mais trop bien bien. sûr. Bien sûr, bien sûr. Surtout si, tu vois, t'es très axé, par exemple, tout ce qui est
tu sais, diététique, dans le sens, pas forcément dans Mhm. le sens, tu sais, pour perdre du poids ou etc., hein. Je parle vraiment de la diététique pour être en bonne santé. D'accord. Comprendre, par exemple, l'utilité de certains aliments pour alimenter ton microbiote, faire en sorte qu'en fait ta digestion se passe bien et que tu aies un microbiote qui soit riche. Typiquement, c'est simple, hein. Quelqu'un qui voyage, il a beaucoup plus de chances d'avoir un bon microbiote parce qu'en fait, en gros, concrètement, quand tu vas dans un autre pays, en fait, tu t'attrapes toutes les bactéries. D'accord. Et ton corps, lui, en fait, il s'adapte. C'est pour ça que très souvent, bah, il y a des pays, bah, typiquement certains pays exotiques, bah, tu vas, bah, durant les premiers jours, tu as la chiasse. Parce qu'en fait, ton corps, il s'habitue, mais c'est vrai, il Oui, je s'habitue en comprends. fait à toutes les bactéries qu'il y a. Et quand tu reviens de voyage, bah, en fait, ces bactéries-là, elles continuent à vivre en toi. Tu vois? Mhm, bien Et sûr. elles Bah, c'est une participent en question de fait, diversité. elles participent en fait à ton microbiote et à tes, entre guillemets, tes défenses immunitaires aussi, en partie. Et donc, plus tu voyages et en fait, plus tu as de culture vraiment de ces bactéries-là, de manière mondiale et en réalité, ça te rend de très, très bonne santé, en fait. C'est très bon pour la santé et Oui, c'est des choses j'en doute pas. que les gens, en fait, tu vois, par rapport à la nourriture, ils comprennent pas, ils pensent surtout, bah, surtout de nos jours, en fait, hein, ils pensent à la nourriture soit parce qu'en fait, ils se gavent et c'est juste pour le plaisir de manger, tu vois? Mm. Concrètement, c'est des gens qui aussi, la nourriture pour eux, c'est aussi un apaisant. Ça Oui, les un apaise, refuge. c'est un refuge, ça les aide à se réfugier, à dormir, voilà. Et, et après, tu as des gens qui vont prendre, qui vont essayer de trouver des tricks dans la nourriture pour perdre du poids, par exemple, tu vois. Alors qu'en fait, si de base, tu prends la nourriture comme elle est, c'est-à-dire, toi, ben, pour vivre, pour être en bonne santé, bah, ça résout pas mal de problèmes. Ouais, complètement. Un exemple que j'ai là-dessus. D'ailleurs, moi, il m'a fait cette confession il y a pas longtemps, mais mon mec m'a dit qu'il avait eu une période où il était, qui était plus, quand même plutôt, mais durant la phase de ses études, où il avait des TCA et il n'arrivait pas à sortir Hmm. de la boucle McDo. Il Ouais, n'arrivait ouais, pas non, à mais c'est sortir de la terrible, hein. boucle McDo. Mais c'est Et, terrible, hein. et du coup, pour le côté plaisant et pour le côté, parce qu'au début, on se posait la question, il s'était posé la question de comment ça se fait que je suis tombé là-dedans. Et typique, il m'a dit, le McDo, quand j'étais gosse, c'était le moment Noël du mois où la Et daronne c'est nous chopait exactement en ça. bagnole, C'est on allait au centre exactement ça. commercial C'est et on allait exactement ça. manger un truc différent de ce qu'on mangeait à la maison. Et donc il m'a dit ça montait parfois, et surtout sans parler du truc économique, hein, parce que ça coûte extrêmement cher de faire ça plusieurs fois par semaine, mais il me disait Ah ça bah bien montait sûr. à parfois 4-5 repas par semaine de McDonald's. Et en plus, il me tuait, il me disait je prenais pas juste un petit burger, je prenais un menu best-of de luxe, j'en sais rien, qui coûtait Mhm. la peau des fesses. Et donc il a mis du temps à se sortir de ce truc-là. Quand j'ai commencé à le rencontrer, ça allait déjà immensément mieux. Mhm. Aujourd'hui, si on sort et qu'on kiffe un peu en sortant, etc., ça nous empêche pas de vouloir taper dans un kebab ou un truc qui traîne. Mais aujourd'hui, c'est un rapport beaucoup plus sain. Puis surtout, je le Mhm. nourris vachement bien maintenant parce que je fais Ouais. plein de trucs qui sont assez divers et je prends le temps aussi de cuisiner. Lui, chose qu'il va faire de plus en plus aujourd'hui, maintenant qu'il a accès à une cuisine plus grande aussi. Mais il Ah a oui, beaucoup mais sombré là-dedans, ouais. c'est la nourriture, le côté affectif de la nourriture, c'est quelque chose que les gens ils sous-estiment ou qu'ils ne comprennent pas, mais c'est giga important. C'est super important et c'est ça souvent, bah, c'est durant ton enfance, ton adolescence que tu développes en fait un affect ou parfois même c'est le contraire, tu sais, tu développes vraiment une certaine animosité ou t'as des histoires malsaines avec la nourriture. Oui, bien sûr. Et après ça crée des TCA, tout à fait. Moi, par exemple, quand Mhm. j'étais enfant, j'ai toujours eu énormément de snacking à la maison. C'était terrible. Ok. C'était terrible. Et en plus, mes parents, par exemple, enfin surtout ma mère, évidemment, qui faisait les courses, elle pensait bien faire. Mhm. Mais j'avais des placards de snacking, c'était des dingueries. J'avais des gâteaux, des chips, toutes les marques possibles de gâteaux industrialisés à l'époque, je les avais, tu sais, je mangeais. Bon, je suis vieux, hein, je suis plus vieux que toi, donc je suis encore une autre, tu vois, une autre génération, mais je mangeais, je sais pas, des produits, des frittelles, c'était des espèces de barres Oui, je comme ça, les ai, les frittelles. fourrées J'en au chocolat ou achetais, à la fraise. j'en achetais quand je sortais de piscine quand j'étais plus petit, Non, mais moi, dans les distributeurs. j'en mangeais à l'appel, des princes de Lu, j'en ai mangé des tonnes et des tonnes. Tu vois, des chips à la bolognaise, j'en ai mangé de toutes les marques possibles. Enfin, tu vois, c'était des trucs. Pareil, j'étais complètement addict tu sais, au truc, la crème de lait, là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est une espèce c'est du lait concentré, voilà.
Ah oui, oui, C'est oui. le lait concentré Nestlé. Je m'en rappelle de ces trucs-là, c'était pâteux, ouais, je vois bien. Le pain avec le lait concentré Nestlé, mais Mm, c'était mm. déjà nutritionnellement, c'était un truc complètement what the Oui, fuck. la quantité de sucre énorme qu'on donne aux gosses sans faire attention, ouais, En c'est fait, c'était un terrible. méga shot de sucre sur du pain. Je mangeais ça toute la journée. Mm, mm. Je me rappelais même dans mon enfance, et ça, c'est un truc, c'est vraiment un souvenir qui m'est ancré. Je me rappellerai tout le temps, tout le temps. J'étais tellement obsédé par le snacking que l'après-midi, quand j'étais en classe, je me préparais mentalement dans ma tête à me dire, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais manger et Ouais. quel sandwich je vais me faire et comment je vais me faire le sandwich. J'étais en train de me visualiser déjà en train de rentrer chez moi et de tuer les placards. Ah C'était un ouais, truc. terrible. Ah oui, c'est Ah ouais, c'est un puissant. truc de fou. C'est C'est très, très puissant. puissant. Ah, le nutritionnel, c'est vraiment, vraiment fort. C'est C'est très, très vraiment fort. puissant. Ah, justement, moi, je suis content d'avoir réussi à faire ça, de justement créer un rapport. Pas forcément, enfin, si sain, j'ai un peu envie de considérer ça parce que j'ai de la chance du coup d'avoir des bons produits, mais d'avoir un côté justement très care dans le fait de faire à manger. Genre, je fais à manger pour les gens, je le fais dans l'objectif de faire plaisir. Et du coup, j'imagine des trucs qui peuvent être sympas à bouffer, même aussi les restaurants dans lesquels je vais pas forcément dans des trucs de snack, même si, sauf si j'ai vraiment envie de me tartiner. Mhm. Une bombe calorique que peut être un kebab ou autre, mais l'idée c'est vraiment de se dire le plaisir qu'on peut avoir derrière de se le faire. En épisode que j'ai eu récemment comme ça, j'étais malade comme un chien en début d'année 2025, état grippal sévère, ce qui m'arrive pas souvent. Je suis rentré, le premier truc que je me suis dit c'est il me faut un truc chaud et genre un espèce de truc soupe. Et je me suis fait pour la première fois à ce moment-là, parce que j'avais pas encore mis ça dans mon arsenal de recettes, j'ai fait un bouillon de légumes avec de la volaille, un peu simple, machin, juste sel, poivre sans plus, tout a cuit dans l'ensemble. Je me le suis foutu dans un grand bol avec un plaid. Je me suis roulé en boule en matant un truc. J'ai mangé, j'ai limite chialé tellement j'étais en train de kiffer. Juste pour le plaisir du fait de me dire j'ai pris soin de moi à ce Incroyable, je te moment-là. vois trop en plus. J'imagine la scène. J'imagine la scène. Tu sais, c'est la scène avec les nanas, tu sais, qui ont des problèmes qui ont des crises de cœur, là, des ruptures amoureuses. Elle, c'est le chocolat. Oui, ou Elle même mange les tu glaces. sais, ou Et en peut-être fait, même toi, c'est avec la soupe. sans partir dans les trucs de romantisme, tout simplement. C'est quel personnage de Miyazaki qui fait ça? Mais t'as des personnages de Miyazaki ou même dans les animés, ils mangent un truc et en fait, généralement c'est des Oui, gens qui ont vécu des traumas ou des trucs difficiles et on leur donne un plat chaud de bonne bouffe et ils se mettent à pleurer parce qu'ils Ouais, ils se kiffent. mettent à pleurer parce que il y a l'émotion qui remonte. Exactement. Donc ça m'avait un petit peu fait ça. Mais oui, l'alimentaire, ça doit être pensé dans une vertu positive de se faire du bien et de savoir que ça nous fait du bien. Donc voilà, pour le sport autant que pour la discipline. Et du coup, pour revenir sur le sujet initial que tu me disais, sur comment je tiens le coup vis-à-vis d'un live, je pense à comment je fais pour me booster, comment je fais pour me sentir bien une fois que j'ai mangé. Et en plus de ça, je le fais d'un point de vue convivial parce que du coup, je bouffe avec les gens. Et ça, pour le coup, je trouve ça trop chouette. Très, très bonne idée. Ouais. Bah, les gens Très bonne débarquent, idée. le premier truc qu'ils disent, c'est bon appétit. Donc, à partir de là, la messe est Génial. dite. C'est trop génial. chouette. Et justement, pour te mettre bien, justement, pour te mettre dans les bonnes conditions, en termes de physique, qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi tes routines, toi, physiquement? Qu'est-ce Alors, que tu aimes faire? en gros, pour revenir un peu en arrière, du coup, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire du sport? Parce que je sentais que j'étais en train de me... En fait, il y a eu plusieurs choses. Sur l'aspect physique, je sentais que j'étais vraiment en train de me ramollir parce que des fois, l'activité en tant qu'entrepreneur, des fois, tu t'es pas tout le temps actif. T'as des moments où t'as des pics d'activité et après, Oui, ça se bien calme sûr, un c'est peu. ça. C'est tout à fait ça, ouais. Et j'avais le feeling d'être comme ça dans mon lit, à me lever, à traîner sur mon ordi, et je me disais que voilà, il fallait que j'arrive un peu à changer cette dynamique. Et ça faisait un peu composante du coup à ce que je disais avec mon collègue Chaf, avec qui on essaie de faire des projets depuis longtemps. Et là, 2X Radio fait partie des projets sur lesquels on a une certaine constance. Et on s'est dit, on va essayer déjà de le faire d'abord sur nous-mêmes avant d'envisager de faire des choses pour les autres. Et donc on s'est dit pourquoi pas le sport. Et lui-même il y pensait. Lui il a pas les mêmes objectifs que moi. Lui c'était plutôt la perte de poids. Et on s'est dit, bon écoute, on tente le coup, on y va, let's go. On a trouvé une salle qui était pas très loin de chez moi et il avait une salle du même acabit pas très loin de chez lui. Et on s'est dit, on fait une première séance coachée avec quelqu'un qui peut nous donner des attentes et on y va. Et en gros, moi l'idée c'était surtout de pouvoir me remettre en forme. L'objectif c'est pas forcément de débarquer et d'être buff ou autre, c'était sentir que je suis dans une routine, dans une dynamique dans laquelle je suis bien, Ouais, quand t'es je bien, me lève, ouais. quand je me lève, je suis pas fatigué, quand je sens que je fais un mouvement, je me sens bien. Et évidemment derrière, si on peut avoir du bonus de l'ordre de l'esthétique dans la sculpture du corps, on prend. Sachant que c'est pas un truc qui est forcément super fréquent chez les mecs, mais moi le premier objectif auquel je pensais c'était le fessier. C'était pouvoir travailler le fessier.
particulièrement, qui est pas forcément le premier objectif pour les hommes, c'est beaucoup plus un truc vis-à-vis des femmes, les cuisses, le fessier, etc. Ouais. Injonction patriarcale, tout ça. En tout cas, moi, l'idée d'avoir un beau pétard, ça me plaît. Donc du coup, je me suis beaucoup focus dessus très vite et je continue de le faire aujourd'hui. Je valide totalement. Non mais ouais, parce qu'un mec avec un beau fessier, c'est chouette aussi. Et donc voilà, on a fait une première séance coachée. D'ailleurs, le mec me voit entrer dans la salle, il a fait mais Dex, qu'est-ce que tu fais là? C'était un smasher que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, mais un joueur de Sonic. Un joueur de Sonic. Oui. Et donc du coup, on a fait une séance avec lui pour comprendre les objectifs. Et puis ensuite, mes routines à moi, elles sont... En gros, c'est un peu généraliste. C'est-à-dire que j'ai pas des trucs très très spécialisés. J'ai globalement un leg day et un upper body day. Et en fait, j'alterne ça à peu près tous les 2 jours. Donc tous les 2 à 3 jours, ça dépend de mon repos parce que je me suis aussi rendu compte que le métabolisme d'un mec de 30 ans des fois a peut-être besoin de plus se reposer avant d'y retourner. Je pars du principe que j'ai pas des objectifs gigantesques, donc y aller tous les jours clairement je peux pas, puis j'ai autre chose à faire. Mais 3 fois par semaine, je considère que c'est à peu près sain et à peu près abordable pour moi. Et donc j'ai une séance de jambes qui alterne différents exercices, dont un à chaque fois intense pour travailler le fessier et les ischios. Donc ça peut être des squats, ça peut être du hip thrust et ça peut être du leg press avec quand même des charges assez importantes. Et ensuite le reste c'est de l'entretien autour. Donc il peut y avoir donc de l'adducteur abducteur, il peut y avoir du leg extension par le haut, par le bas, il peut y avoir du calf raise pour les mollets. Ouais, globalement, voilà, c'est un peu une alternance de tout ça. Okay. Et les donkey kicks, c'est de la saloperie, ça fait terriblement mal. C'est affreux. Il faut faire attention, entre guillemets, au squat. Parce que si tu veux développer justement la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers et les fessiers, principalement, parfois, en fonction de l'exercice de squat, parce qu'il y a beaucoup d'exercices de squat, tu peux avoir une barre sur toi, ce qu'on appelle du back squat, tu peux avoir une charge devant toi, ce qu'on appelle du goblet squat. Moi, en l'occurrence, c'est du back. Ouais, voilà, donc back squat avec la barre. En fonction de comment tu l'exécutes et de ton anatomie, en fait, le squat peut mettre et très souvent, le focus plutôt sur les quadriceps et pas sur la chaîne postérieure. Donc voilà, la base déjà, si tu veux profiter du squat pour travailler les ischio-jambiers et les fessiers, il faut que tu descendes bas. Ouais, faut que tu descendes bas. Parce qu'en fait, le fait de casser la ligne des genoux, ça va venir étirer beaucoup plus les fessiers. Et plus tu descends, plus tes ischio-jambiers sont obligés de travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ischio-jambiers, c'est les muscles qui te permettent de freiner. En fait, de freiner ta descente, de retenir la charge, pour pas que tu tombes justement. Oui, pour pas être bloqué avec ta charge dans ton dos, donc, bien sûr. Ça va mettre beaucoup plus d'accent sur les ischio-jambiers et sur les fessiers si tu descends très bas au niveau du squat. Si tu fais que des 3/4 de squat, comme la plupart des gars qui font de l'ego lifting en salle et qui font du back squat en mettant beaucoup de charge, en fait, tu vas principalement mettre de la charge sur ta colonne vertébrale et éventuellement un petit peu sur les quadriceps. Mais pareil, les quadriceps, pour qu'ils soient étirés, pareil, il faut que du coup, tu vois, il faut que l'angle soit plus fermé et donc il faut vraiment descendre, quoi. Il faut que le genou soit plus plié. Globalement, au niveau de la charge, je sais que effectivement, plus la charge est importante, moins je descends. Et après, ça veut pas dire que je suis. Parce qu'en fait, tu sais que à un moment, tu vas coincer. Évidemment, tu connais les gestes de sécurité pour lâcher la barre. Là-dessus, il n'y a pas de galère. Mais c'est vrai que je suis d'accord que tu te rends bien compte que quand tu deep squat, tu dois décharger parce que tu n'arriveras pas à remonter. Je sais qu'en moitié de jambes à peu près, quand je suis comme ça, je dois être à 90. Okay. Ce qui reste une charge qui est chouette. J'aimerais bien atteindre les 100 d'ici la fin de l'année. Par contre, quand je suis en deep squat, je pense que je vais commencer à vraiment en chier pour faire une série de 12 vers 70-75. Ok. Okay. Voilà. Ensuite, il y a le hip thrust. Bon, le hip thrust, ça pour le coup, le hip thrust, ça, je trouve que c'est assez cool. J'aime pas les machines des salles. Je trouve qu'elles font mal au niveau du pelvis, notamment cette espèce de coussin que tu te poses. Ouais, moi perso, mieux, pas fan. Je le fais moi-même du coup. C'est que tu prends soit un step, tu le montes, ou soit tu te mets sur un banc de muscu. Si c'est à bonne hauteur par rapport à la taille de tes jambes, tu te cales bien les omoplates sur le banc de muscu. En plus, très souvent, c'est plus confortable parce que tu as de la mousse. Et après, tu fais rouler la barre sur toi. C'est ce que je fais. Donc, j'essaye de viser le 200 d'ici la fin de l'année. Je suis à 170. Et c'est le seul truc que je trouve juste un petit peu relou parce que des fois, c'est juste moi qui n'arrive pas à bien. C'est juste de trouver la position dans laquelle mes jambes vont effectivement être perpendiculaires au sol. C'est un petit peu tricky. Des fois, je suis un peu
peu trop comme ça, un peu trop comme ça. Ah ouais. Mais c'est le truc que j'ai vraiment voulu développer, et surtout il y a un côté satisfaisant à te dire que tu soulèves autant avec Bien sûr, ton bien sûr. fessier. Du coup le 170 il est là. Peut-être que j'ai un peu perdu récemment, je vais essayer de voir, mais 170 et c'est très bien. très cool. C'est Si une ce très n'est bonne qu'après charge. la deuxième série, quand tu sais qu'il t'en reste une ou deux, parce que toi, tu fais la première, t'es en mode bon d'accord, c'est l'échauffement, de toute façon la charge est moins haute. Et là tu montes, et là quand t'es sur la troisième et tu sais qu'il t'en reste 4, que t'es assis, que t'as ton fessier qui est serré comme ça, qui te dit frère, non, 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 non. Et toi, tu es en train d'essayer de chercher une position pour t'asseoir parce que ça fait mal. C'est très, très cool. Je vois tout à fait. Mais oui, le hip thrust, ça reste l'un des meilleurs exercices pour les fessiers en salle de sport, concrètement. Ah, il est trop, trop bien. Il est trop, Tu trop peux bien. charger lourd. Moi, j'ai jamais vu personne se blesser au hip thrust, hein. Enfin, tu vois, si tu Faut le montes et vouloir. que c'est trop lourd, de toute façon, tu vas pas monter, donc tu vas pas te blesser. La charge, elle va retomber tranquillement. Et évidemment, c'est un exercice, comme tu peux charger, tu vas pouvoir faire en fait de la surcharge progressive. Et donc, Oui. et c'est ce que les muscles ils aiment. Ils aiment qu'il y ait de la progressivité et que tu puisses mettre de plus en plus lourd pour les challenger. Ouais, sentir qu'ils sont stressés, ouais. Donc c'est pour ça que le hip thrust, je trouve ça très très cool. C'est juste un peu long à mettre en place, trouver un spot dans la salle, etc. Mais sinon, c'est vraiment ultra ultra satisfaisant. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'arrivais à grimper, que je montais au max, franchement, je fais mes 3 séries de 12, je suis super heureux. Si j'arrive à les faire, si j'arrive pas à les faire, c'est que je suis en échec. Et dans ce cas-là, ça fait partie du processus. Et après, on recommence jusqu'à réussir à pousser au bout. Puis après, leg press, ça va. C'est de la leg press en, je sais pas comment c'est, mais du coup, je suis Incliné. comme ça. C'est incliné. Vers le On bas. appelle ça, on appelle ça leg press incliné. Ouais. Voilà, et du coup j'en suis à, on est sur du, ouais, l'échauffement est à 160 et puis le max est à 230, C'est bien, 240. c'est bien. Ah, franchement ça me fait des belles jambes, ça c'est pour le coup c'est cool. Franchement, Haut du corps plus complexe. T'as des bonnes perfs au niveau du bas du corps. Ouais, Hein. oui, bah du corps je suis assez content. J'avoue que la régularité ces derniers temps pendant l'hiver, mais je suis assez indulgent avec moi-même. J'accepte qu'en hiver on est moins régulier. Mais par contre sur le haut du corps c'est un peu plus particulier. Je pense que j'ai certainement une constitution plus bas de corps que haut. Mais ça va au niveau alors le niveau des bras par contre sur les routines que je fais ça tourne autour de, alors qu'est-ce qu'on a, on a épaule en lat pull down, non pas épaule, dos en lat pull down, on a bas du dos. Alors, j'ai pas le nom de l'exercice, mais tu sais, tu te cales sur une machine et puis ensuite tu descends comme ça. Tu es comme ça sur une machine, puis tu descends et tu te remontes. Ah, c'est. Alors, c'est la chaise romaine en fait pour les longueurs. Chaise romaine. C'est Voilà. la chaise romaine pour les longueurs. Il y a aussi du coup pour le dos aussi du rameur sur lequel je tire. Ouais. Alors, évidemment, je fais pas tous ces exercices en même temps. Hein. Ce sont des trucs qui roulent à raison de 4 exercices par séance. Il y a ensuite du bicep curl classique avec de la charge. Okay. Il y a du triceps avec du coup, je porte un poids que je tire comme ça. Triceps extension, ouais. Je le fais descendre et je le fais remonter. Le triceps travaille d'ailleurs aussi un petit peu avec le lat pull down. Il y a des Arnold press pour les épaules. J'aime beaucoup cet exercice. J'aime beaucoup cet exercice. Alors, sur le lat pull down, c'est-à-dire c'est tirage à la poulie haute, c'est ça? C'est-à-dire que tu as une barre au-dessus de toi et tu la tires. Alors, ça, j'avais essayé. Je préfère davantage juste les mécanismes dans lesquels tu charges et en fait, tu ne fais que tirer. Il n'y a pas un câble, c'est juste deux comment dirais-je? Deux poignées. Oui, juste 2 structures, 2 poignées, et juste tu les charges, tu les tires, et ensuite tu peux faire le. Ouais, ok. Oui, c'est du guidé, ouais. Ouais, un petit peu. Évidemment, il y a le développé couché. Sur lequel j'ai longtemps d'ailleurs plané en termes de perf. Et là, ça fait depuis le début du mois de janvier que j'ai réussi à débloquer un truc et je passe enfin la barre des 50 au développé couché. Donc pour le coup, ça, je suis assez heureux. Mais j'ai eu un blocage, ça a duré plus d'1 an. Ça voulait pas, je coinçais à 45, c'était terrible. Donc là, maintenant, ça passe un peu, donc je suis heureux. Et c'est à peu près tous les exos que j'ai sur le haut de corps. Il y a un peu de chest fly éventuellement si jamais le développé couché n'est pas disponible. Voilà. Et donc j'alterne ces ensembles en faisant du coup une séance haute, une séance basse. Une séance basse, ok. Une séance haute, une séance basse à raison de entre 2 et 3 par semaine. Je suis conscient que c'est très généraliste et que ça se focus pas complètement sur quelque chose. Après, c'est pas... Mais je n'ai pas d'objectif précis et je veux juste me sentir en forme. Donc à partir de là, moi je sais que je sors de là, je suis content, j'ai fait mes exos, c'est ok, c'est cool, j'ai fait mes séries, je constate mes échecs, je constate mes réussites, je prends ma douche et quand je sors de là, je me sens bien. Et c'est tout ce que je demandais. Et surtout, le truc aussi que je trouve chouette avec ce truc-là, c'est que c'est de la constance et ça te crée un rituel. Et c'est ultra important dans un cadre de vie de pouvoir justement se créer des habitudes, ce que je n'avais justement pas avant où je sentais que je me dispersais de partout. Et en fait, ce truc-là m'a permis ensuite justement de me fixer des objectifs ensuite dans d'autres
choses à faire, notamment avec mon collègue pour 2X Radio, etc. etc. Non, c'est super, franchement. Moi, si je peux te donner un conseil rapide pour répartir un peu ta charge de travail dans la semaine, au lieu de faire, tu sais, bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps, imaginons que tu vas 3 fois par semaine à la salle, ce qui est souvent ce que font les gens la plupart La du temps. norme, ouais. Ouais, voilà. Fais ce que tu fais. Fais bas du corps, par exemple, début de semaine, haut du corps, milieu de semaine, et fin de semaine, fais plutôt une séance de rappel, mais full body cette fois-ci. Oh, Et ce ok. que tu fais, c'est que comme toi, tu veux mettre plus l'accent sur le bas du corps, en début de séance, ton énergie, mets-le sur les exercices les plus lourds du bas du corps. Donc, par exemple, Ok. la dernière séance de la semaine, par exemple, en premier exercice, tu peux faire de la hack squat et ensuite hip thrust, qui sont les 2 exercices principaux, tu sais, pour le bas du corps. Et ensuite, tu pars directement, par exemple, sur un développé couché et un exercice de tirage pour le dos. Donc, comme ça, tu as tout. Tu as le Oh, bas ok. du corps, là où tu vas fournir le plus d'énergie parce que c'est le début de la séance et tu es énervé. Et ensuite, milieu et fin de séance, là, tu fais le haut du corps. D'accord. Très bien. Et Sur une pareil, fin de semaine. par exemple, du coup, si tu veux vraiment que ce soit bien équilibré, tu prends 2 exercices pour le dos, 2 exercices de tirage et à la fin, tu termines sur un exercice de poussée. Donc, tout ce qui est triceps, pec et épaules. Ok. Et là, D'accord. ça te fait en fait une super séance. Et en fait, en termes de développement musculaire, c'est beaucoup plus intéressant parce que, en fait, ton corps, lui, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir bas du corps, haut du corps. Et en fait, il a un rappel de tous les muscles dans la semaine. Oui, Tu parce que prends. sinon je me retrouve à faire une semaine où j'ai 2 fois jambes, 1 fois haut, et ensuite la semaine suivante ce sera 2 fois haut, 1 fois jambes. C'est vrai que Ouais, ce voilà. truc-là je l'avais Tu vois déjà ce que je veux dire, constaté. c'est moins efficient en termes en fait de récurrence de comment tu smashes les muscles. Plus tu smashes un muscle, et plus en fait il va s'hypertrophier, c'est-à-dire en fait il va se développer. Mais il faut le stimuler, il faut le smasher. Par exemple, il faut savoir, alors c'est un truc que peu de gens savent, hein, mais que j'ai expérimenté avec l'expérience, notamment avec les épaules. Et c'est un truc que je vous donne gratuitement. En fait, les épaules, tu peux les smasher 3 fois par semaine. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, il y a une époque, je faisais les épaules le lundi, le mercredi avec les jambes et le vendredi en dernière séance. Mais je faisais pas pendant 1 heure les épaules. Mais j'avais toujours 1, 2, 3 exercices en fait. Début de semaine, milieu de semaine, j'avais pareil, 2, 3 exercices d'épaule et fin de semaine, j'en avais juste un. Mhm. Mais ça me Ouais. permettait en fait de le targeter 3 fois parce qu'en fait les épaules ils récupèrent très très vite. C'est une articulation, enfin c'est les muscles, les deltoïdes, donc il y a 3 faisceaux, ils récupèrent très très bien, c'est des muscles qui récupèrent très bien. Oui, oui, Pareil, c'est certainement le truc sur lequel j'ai jamais eu de courbature. voilà. Donc tu vois, si toi par exemple qui veux mettre l'accent sur les ischio-jambiers, sur les fessiers, n'hésite pas à vraiment, de manière récurrente dans ta semaine, avoir vraiment 2 fois où tu smashes le bas du corps. Ok, Vraiment. je prends l'info. Et donc, Je vais tenter le coup. du coup, ça va vraiment, tu sais, le split que je te donne, il va vraiment te donner cet effet de waouh, ok, ma semaine, elle est complète, tu vois. Tu sais, ta semaine, elle est toujours, t'as toujours le même volume, tu vois. Et ce sera beaucoup plus Ok, ok. facile pour toi de traquer tes résultats parce que maintenant, ta semaine, elle est complètement, tu sais, structurée, quoi. Tu vois, C'est bien. au lieu d'avoir, tu sais, comme tu dis, une semaine où t'as 2 fois le bas du corps, l'autre Oui, semaine, c'est t'as vrai. deux Bah, fois le ouais, haut ouais. du corps, c'est un peu C'était, bizarre. c'était l'un des défauts que j'avais noté, mais je me suis dit je ferais pas plus de 3 donc par Ouais. semaine, donc tant qu'à faire autant. Bah écoute, je note, coach. Bien noté. Bien pris en Yes, information. Et puis ensuite, j'agrémente super. ça. Alors ça, pour le coup, le point faible que j'ai, c'est le fait de pas faire beaucoup d'assouplissement et d'étirement parce que quand la Bon, séance est après, finie, j'ai la flemme, mais après, il faudrait que c'est je un le petit peu taffe. tout le monde. Oui, Alors, c'est du vrai. coup, on approche de la fin du cast. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous, Dex? Alors, moi, le truc que vis-à-vis du commentary, puisque c'est un petit peu Mhm. le sujet de base sur lequel on est, Ouais, ouais. ça peut être effrayant pour des personnes de ne pas le temps. Moi, puis d'ailleurs, je me dirais que c'est un peu comme pour le sport. En fait, c'est un petit peu comme pour tout, mais surtout pour le commentary parce que c'est de la présence publique, c'est des nécessités de locution, des nécessités de vocabulaire, des nécessités de jeu, un petit peu pour pouvoir justement tenir son audience, etc. Un truc qu'il faut absolument que les curieux ou que des personnes qui voudraient s'y essayer doivent prendre en compte, c'est que tout le monde a commencé, entre guillemets, au bas de l'échelle. Tout le monde a commencé en ne sachant pas trop quoi faire, savoir précisément de quoi parler, sous quelle temporalité, comment faire, etc., etc. Donc la solution, et ça tout le monde l'encourage à le faire, de petits commentateurs qui s'y connaissent un petit peu jusqu'à TPK, c'est comme ça en tout cas que lui, il m'a attrapé et qui m'a dit vas-y, c'est faites-le. Genre, n'hésitez pas, allez à votre local, en freecast, en petite weekly, tentez le coup 1 fois, 2 fois, voyez déjà si vous y prenez goût, et si vous y prenez goût et que vous avez envie de continuer, et bah voilà, allez voir avec les commentateurs un peu plus réguliers pour leur demander des trucs,
jouer, parler aux joueurs pour leur prendre des petites infos, même des petites anecdotes très cons. Un truc que je fais moi en weekly quand je vais voir des gars, c'est comment tu te sens. Genre le mec, comment il se sent. Et à partir de là, s'il joue comme un dieu parce qu'il dit qu'il se sent bien, c'est trop cool. S'il joue mal parce qu'il dit qu'il se sent bien, bon, ça c'est autre chose. Mais s'il se sent mal et qu'il n'a pas eu une bonne semaine, etc., ça se ressent dans ses résultats. Des tout petits trucs comme ça. Mais en tout cas, allez à vos locaux. Ça, on le dit évidemment pour tous les jeux de combat. Allez à vos locaux, c'est beaucoup plus intéressant que le online. Et puis clair. surtout, n'hésitez pas. Certes, un micro, c'est effrayant, vous êtes face caméra. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La majorité du temps, les gens sont super sympas sur place et dans le chat. Et tentez le coup, kiffez, allez-y. Et vous allez voir que si vous y prenez goût, après, vous allez juste passer des moments super chouettes et les gens vont vous le rendre parce que ça se trouve, ça va vous appeler pour aller commenter dans la région d'à côté ou peut-être dans le pays d'à côté où ça va vous attraper. Et ça va juste vous donner la sensation de faire partie de quelque chose qui vous dépasse et c'est trop bien. Faites. N'hésitez jamais à faire et peu importe d'ailleurs ce dans quoi vous voulez vous entreprendre. La plupart du temps, ça se passe très très bien. C'est génial. Je te remercie beaucoup, Dex. C'était très très inspirant. Moi, j'ai appris évidemment à mieux te connaître. Je savais pas que on se rejoignait sur autant de sujets, notamment l'histoire du gaspillage Non, ça me rend dingue. et en plus de ça, le fait que tu es vraiment dans cette dynamique de prendre soin de toi et d'aller à la salle de sport et d'être très très régulier. Et en plus de ça, comme tu le dis, hein, quel que soit le domaine, faut essayer. Toi, tu as essayé, tu as trouvé ton truc. Maintenant, tu as fait ton bonhomme de chemin dans le cast, tu castes à l'Evo. Enfin, c'est génial. C'est super. On aimerait bien, en tout cas on espère que ça va être récurrent, parce que voilà. évidemment rien n'est garanti. Yes. Et puis aussi sur des plus grosses dates, parce que autant Smash Bros n'est pas à l'Evo, autant là effectivement en ce moment c'est surtout 2XKO. J'y vais très doucement parce que je sais que la scène est jeune et que c'est aussi un public que je connais pas, c'est notamment des héritiers de DBFZ qui sont présents notamment sur le jeu, mais à terme effectivement pouvoir commenter sur du 2XKO, on va le tenter, ça va peut-être se faire sur Paris et sur d'autres lieux. Excellent. Alors du coup, on est à la fin du cast, donc vous allez pouvoir retrouver le cast sur ma chaîne YouTube KyongCast. Vous allez aussi pouvoir l'écouter sur Spotify, ma chaîne Spotify, donc tout va être posté sur X, tous les réseaux. Vous allez pouvoir retrouver ce super podcast avec Dex. Merci encore Dex. Merci. Mais avec grand plaisir, peut-être que je te croiserai au mix-up par ailleurs. Ce sera sûr, sûr et certain. La vie est belle. Yes. Allez, du coup, au mix-up, hein. Merci à tous. Avec grand plaisir. Yes.